Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur votre chaîne de télévision Info TV avec le relais tout naturellement de Capital FM 102.8 émettant depuis Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. C'est la radio la plus haute, la voix la plus haute de la capitale. Plusieurs noms, plusieurs qualificatifs sont utilisés au Cameroun pour évoquer les problèmes d'accès à l'énergie électrique. On parle de délestage pour être propre, d'aucuns parlent de détestage pour indiquer que ce n'est plus du tout gérable la situation. Chacun y va de son qualificatif. Toujours est-il que lors de son message à la nation le 31 décembre dernier, le chef de l'État a montré sa relative satisfaction par rapport à l'évolution qui est faite dans le cadre de la production et la distribution d'énergie électrique au Cameroun avec l'entrée justement en fonction du barrage de Nachigal qui devrait avec ses 420 mégawatts apporter des solutions assez durables dans le cadre de la lutte contre la crise et du déficit énergétique dans notre pays. La question ce soir est celle de savoir, avec cette option des grands barrages, y a-t-il d'autres options pour satisfaire la demande urbaine et rurale au Cameroun? Nos invités vont essayer de nous dire quelles sont les approches qui peuvent être utilisées par notre pays pour qu'on ne connaisse plus justement ces trous noirs qui existent en permanence dans notre pays et parfois on rate les grands événements à cause de ces problèmes. Les invités sont déjà en train de s'installer. Pour les premiers qui sont là, je vous propose un voyage. On va à Gari Gombo, dans les profondeurs de l'Est Cameroun. Et nous avons la chance d'avoir sur le plateau le maire de cette localité, M. Simomori de Bingué, Hervé. Monsieur le maire, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Jean-Jacques, merci de l'invitation. Je voudrais profiter pendant que je suis pour vous présenter mes vœux les meilleurs pendant qu'on y est, c'est le nouvel an. Présenter les vœux les meilleurs des populations de Gari Gombo aux responsables de votre chaîne qui est devenue une chaîne de proximité et présenter également les vœux de la commune de Gari Gombo et de sa population à l'ensemble de mes copanélistes ici. J'ose croire que notre présence pourrait contribuer à travers les différentes analyses à apporter les essais de solutions, étant donné qu'il ne s'agit que des idées. Alors vous êtes un homme de terrain. Les maires sont demandeurs des solutions énergétiques en ce moment au Cameroun. Est-ce que Gari Gombo connaît des problèmes d'énergie électrique? Mais écoutez, Gari Gombo connaît les problèmes énergétiques. Pourquoi? Parce que même si au moment où l'émission est en cours, je suis bien reçu au niveau de Gari Gombo, il faudrait comprendre que c'est l'énergie des ménages que nous utilisons, mais qu'à la vérité, aujourd'hui, il faudrait passer de l'énergie des ménages à l'énergie industrielle. Donc, Gari Gombo attend beaucoup plus... Vous êtes connecté à un réseau, Eneo, ou c'est une production privée, en fait, entre guillemets? Alors, très bien, il n'y a pas Eneo à Gari Gombo. Donc, la spécialisation, bien la spécificité de la localité, c'est qu'il n'y a pas Eneo. Donc, c'est le réseau privé. Il faut dire qu'avec l'agence d'électrification rurale, Gari Gombo bénéficie d'une centrale solaire et les moyens propres de la commune ont également permis de mettre sur pied une autre mini-centrale. Ça voudrait dire qu'au moment où nous sommes à l'antenne, si ce n'est pas la grande centrale de Gari Gombo qui est en fonctionnement, c'est la mini-centrale qui permet que les populations puissent nous écouter. Et ce sont les deux formes, voire les deux moyens dont nous disposons pour pouvoir pallier les solutions ou bien les déficits liés à l'électrification, liés à l'énergie. Donc, ce sont essentiellement les sources thermiques que Gari Gombo utilise pour le moment. Alors, vous nous direz tout à l'heure pendant l'émission s'il y a quel est le taux de satisfaction, quel est le taux de couverture. Est-ce que toutes les communautés, tous les villages de votre circonscription sont, grâce à ces approches-là, alimentés en énergie électrique? Vous avez évoqué tout à l'heure l'agence d'électrification rurale, AER, qui est là et qui est représenté sur ce plateau par M. Mba Abesolo. Il est conseiller technique justement de ce côté. M. Mba Abesolo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue Jean-Jacques. Et merci pour l'invitation qui a été adressée à l'agence d'électrification rurale. Merci également aux vœux qui ont été présentés maintenant par M. le maire. Et je voudrais aussi présenter les vœux, non seulement aux téléspectateurs, mais également à tous les panélistes ici présents. Nous sommes là à votre disposition pour que, lorsque vous aurez des préoccupations bien précises,
nous allons nous allons chercher à répondre à vos préoccupations. Alors, c'est quoi exactement l'agence d'électrification rurale? C'est un producteur, un distributeur ou un régulateur? Vous êtes quoi? Bien, l'agence d'électrification rurale est un établissement public à caractère technique. C'est ce que disent nos textes. Oui. Cette agence est dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie financière. Cette agence a pour mission la promotion et le développement de l'électrification rurale sur l'ensemble du territoire national. Activités qui sont déjà prévues par la loi qui régit le secteur de l'électricité, c'est-à-dire la loi numéro 2011, base 022 du 4 décembre 2011 qui régit donc le secteur de l'électricité. Cette loi dispose que l'électrification rurale se fait aussi soit par raccordement au réseau électrique, soit par production décentralisée. Mais maintenant, le décret en application de la loi, décret du chef de l'État, précise que l'agence assure la promotion et le développement de l'électrification rurale sur l'ensemble du territoire national. Il y a beaucoup de missions qui sont confiées à cette structure-là. Alors, en des termes simples, vous produisez de l'énergie? Vous distribuez? Écoutez, l'électrification, en fait, selon la loi, oui. Je vous ai dit, on ne s'écarte pas de la loi. Oui. L'électrification rurale se fait soit par raccordement au réseau électrique, soit par production décentralisée d'électricité. Alors, nous, ce que nous faisons, c'est que nous raccordons les localités rurales au réseau électrique et on les déclare électrifiées. Ou alors, si le réseau est encore loin, comme le maire de Gary Gombo vient de dire, si le réseau est loin, nous procédons par la deuxième option, production décentralisée d'électricité, et généralement, ce sont les centrales solaires que nous construisons dans ce cas-là, surtout que, bon, il a évoqué le cas des centrales thermiques. Nous tous, nous savons quelles sont les contraintes liées aujourd'hui à la protection de l'environnement, raison pour laquelle les centrales solaires, qui sont l'option étatique aujourd'hui, sont en cours. Ce sont des énergies renouvelables. Ça veut dire qu'avec vous, toutes nos zones rurales au Cameroun devraient être déjà raccordées ou en état de production par les mini-centrales et autres. Vous êtes satisfait de votre travail sur le terrain vous-même? De toute façon, nous travaillons et ceux qui nous font confiance ont bel et bien des résultats que nous leur apportons. Il y en a qui ne vous font pas confiance? Vous savez, ça, s'il faut vraiment entrer dans le vif du sujet, il existe certaines personnes qui arrivent là, s'autoproclament producteurs, distributeurs, se mettent à travailler, se mettent à faire des choses. C'est après qu'on se rend compte qu'on n'avait en face de nous ni une institution étatique, ni un expert en électricité. Résultat, il y a des problèmes sur le terrain. D'accord. Vous êtes donc sur le plateau, on parlera du terrain. Et je crois que tous les maires qui sont connectés là maintenant, toutes les communautés vous regardent et attendent de savoir comment vous pouvez faire pour agir dans ces différentes communautés-là. Angelo Tweli, vous êtes éco-leader, vous vous occupez de la recherche, vous faites beaucoup de propositions dans le cadre des énergies renouvelables et autres. Je peux également dire que vous le faites même dans les activités politiques au sein du PCRN, que vous ne représentez pas ici, qu'on appelait l'expert, le technicien. Comment vous allez? Bienvenue, bonne année. Merci, bonne année. Heureux d'être sur votre plateau une fois encore et de retrouver toutes ces personnalités. Le sujet il est assez sensible, il est assez sérieux. Je crois que l'idée sera d'apporter l'information juste aux maires qui nous regardent, mais également aux populations, parce que l'électricité est au cœur même du développement. D'accord. Alors, lorsque vous écoutez le maire, vous écoutez l'agent de l'éducation rurale, vous ressentez qu'il y a des besoins quand même sur le terrain. De toute façon, on dit qu'il y a des besoins. Je crois que l'AER, qui est le conseil technique, devait parler plutôt du taux d'électrification rurale. Il va y arriver, on va lui poser la question. Ils évaluent leur travail sur la base de ces chiffres. Et j'ai un peu tiqué quand j'ai suivi le maire de Gary Gombo, parce qu'il m'a parlé de centrale thermique. Je me suis dit que non, ce n'était pas dans les compétences de l'agent pour l'électrification rurale. Que l'idée que j'avais d'elle, c'était raccorder au réseau des NEO ou alors aider sur le durable avec les énergies renouvelables. Je ne savais pas qu'elle était aussi habilitée pour faire les centrales thermiques. Parce que par le passé, en 2012, nous avons eu ici un programme thermique d'urgence qui était logé au niveau de EDC. Et il y avait eu des voix qui sortaient pour dire, bon écoutez, l'électrification, oui c'est important, mais il faut aller vers la durabilité. Le Cameroun a la chance d'avoir le rayonnement du soleil
Et à côté de ça, les thermiques sont difficiles dans le coût de l'entretien. Parce que j'imagine que le carburant, tout le temps, ça doit être le fioul lourd, le pétrole. C'est cher. Avec le prix du carburant qui a flambé ces derniers temps, la mairie de Gari-Gombo est bien en train de souffrir. Ou alors, elle reçoit les subventions de l'État pour pouvoir y tenir. D'accord, on entrera dans le fond du sujet tout à l'heure. Le temps d'accueillir à Konosé Descartes, les communicants au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On a beaucoup insisté sur le sujet en indiquant que vraiment on ne fait pas de la politique politicienne sur le grand soir. Surtout le thème qui est évoqué, qui mérite d'être technique parce que les gens doivent apprendre des choses. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous mes compagnons, bonsoir aux téléspectateurs. Ce n'est pas un débat politique, mais les décisions... Il y a des politiques. Non, la politique énergétique. Les décisions que nous prenons orientent ce qu'on fait sur le terrain, ou alors les réalités du terrain aussi orientent les décisions que les décideurs doivent prendre. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là pour discuter avec les experts et aussi discuter sur les décisions qui sont prises, qui orientent la politique générale de l'électrification du Cameroun. Alors vous comprenez qu'on inscrive comme thème les questions de l'énergie électrique au Cameroun? Bien sûr, il y a un déficit réel qui n'est pas ignoré. Dire le contraire serait ne pas prendre le plateau au sérieux. Il y a un déficit réel qui cause des coupures, des interruptions. Là où les zones couvertes, l'électricité, ce n'est pas continu, il y a des interruptions, il faut bien savoir pourquoi et comment est-ce qu'il faut y remédier. Et maintenant encore, comment accroître la couverture. Il y a encore un déficit, bon, dans la suite on le verra, il y a encore un déficit réel entre le pourcentage de couverture en zone urbaine et en zone rurale. Comment équilibrer? Est-ce qu'il est nécessaire d'équilibrer? Et comment faire en sorte que les zones rurales rattrapent les grandes métropoles, les grandes villes? Et qu'est-ce qui a favorisé, justement, qu'est-ce qui a favorisé que le taux de couverture soit plus avancé dans les grandes villes qu'en zone rurale? Est-ce que c'est parce qu'on a moins besoin d'électricité ailleurs que d'autre part? Non, on verra ensemble dans l'émission. Alors, chaque année, la question énergétique revient dans les messages du chef de l'État. En décembre, il en a encore fait cas. On a quand même l'impression, en écoutant le chef de l'État, qu'il y a en relatif une satisfaction de plus en plus, notamment avec le barrage de Nachigal. Est-ce qu'il y a le président et il y a le Camerounais qui ne diraient pas la même chose en termes de satisfaction? Non, bon, le Camerounais, il attend la satisfaction 100%. Le Camerounais, tout comme le président, aimerait qu'il n'y ait aucune interruption. Alors, mais le président a pour devoir de faire savoir les avancées qui sont faites et de faire savoir et de présenter ce qu'il compte faire. On ne peut pas nier les avancées qu'il y a même en termes de couverture. Vous voyez, toutes les grandes villes sont couvertes à 90-95%. C'est en zone rurale que nous oscillons entre 29 et 32%. C'est très avancé dans les derniers temps. Tout ce qui est fait comme projet électrique, tous les barrages qui sont là, avec ce qui accompagne, il y a les sources solaires et la centrale à gaz de Kribi qui est là. Le président est dans son rôle quand il annonce les avancées qui sont faites. Et la société qui a été créée, la société de transport, la Sonatrach, qui a été mise en place pour justement optimiser le transport. Parce que vous savez bien, il y a quand on parle de l'électricité, on parle de 3 piliers, il faut que les gens le savent, tout le monde le sait, mais peut-être pas les téléspectateurs. Il y a la production, il y a le transport, il y a la distribution qui est la commercialisation en même temps. Maintenant, dans le transport, ce qu'on produit dans le barrage doit bien arriver en ville. Le barrage est en brousse. Maintenant, dans nos maisons, dans nos derniers poteaux à côté de la maison, il faut bien que ce qui est produit arrive. Et qu'est-ce qui assure ça? Il faut un transport optimal. Et pour ça, le président de la République a donc mis sur pied la Sonatrach, la Société nationale de transport d'électricité, qui assure ce transport-là. Ça fait qu'on réduit les pertes en route, on optimise le réseau, le réseau, les équipements de réseau. Ce qui fait donc qu'aujourd'hui, le président, quand il parle d'une nette évolution, c'est parce qu'il y a une nette évolution. Et s'il soulève la question, c'est parce qu'il sait qu'on doit continuer à faire pour atteindre le 100% souhaité. D'accord, on fera l'état des lieux tout à l'heure à l'entame d'émission pour voir exactement à quel niveau il y a un taux de satisfaction, si on est en phase entre la volonté, la vision du chef de l'État et les réalités. Vous avez cité les barrages tout à l'heure, on parlera peut-être de ces barrages-là. Éric Nguegim, Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue, bonne année. Le président du Parti écologique
du Cameroun. Bienvenue sur le plateau. Merci de m'avoir invité. Je suis une fois de plus très heureux d'être présent sur ce plateau pour débattre de la problématique de l'énergie, qui est une problématique qui est au cœur des Camerounais. Pour moi, c'est le sujet le plus parlé. Et quand j'ai vu le thème de votre émission, je n'ai pas hésité, mais je vais dire très clairement le constat en matière d'électrification ou en matière d'accès à l'énergie au Cameroun, c'est un échec. C'est un échec. C'est un échec. Là, on a deux tons déjà. Il y a la satisfaction d'un côté et vous parlez d'échec. C'est sentencieux, ça. Est-ce qu'il y a des éléments? Non, c'est un échec parce que si on veut améliorer les choses, je pense qu'il faut poser un diagnostic tout à fait objectif. Et l'objectivité est que les Camerounais aujourd'hui souffrent en matière d'énergie et d'électricité surtout. Alors, on ne peut pas parler de développement sans énergie. L'énergie est la base du développement. Si l'énergie ne fonctionne pas, rien ne peut fonctionner. La santé, l'éducation, tout ça est lié à l'énergie. Et aujourd'hui, on voit très bien que rien que s'éclairer, c'est un problème. Le taux de disponibilité est très faible. C'est-à-dire quoi, la disponibilité? C'est-à-dire combien de Camerounais peuvent garantir qu'aujourd'hui, je vais avoir la lumière toute la journée? Personne. Parce que c'est comme un hasard. Ça veut dire que la disponibilité est très faible. Et de toutes ces choses qu'on parle, de la production, le transport et la distribution, on se rend compte que l'évaluation réelle doit se faire par le citoyen, par le taux de disponibilité. C'est ça qui peut permettre de programmer des projets, c'est ça qui peut permettre d'avoir une utilisation rationnelle et optimale de l'énergie pour faire ses activités, pour se soigner ou pour faire autre chose. Et aujourd'hui, ce taux de disponibilité est faible, donc en matière d'électrification, c'est clairement un échec au niveau du Cameroun. D'accord, on est sur l'état des lieux. Maintenant, on parle d'un taux d'accès à l'électricité qui tourne autour de 63,5%. Quand vous voyez ce chiffre, Angelo, c'est quand même satisfaisant. Si le taux d'accès à l'électricité est de 63,5%, c'est satisfaisant. Oui, on peut le dire comme ça, quand on analyse ce chiffre de 63%. Mais ce qu'il faut regarder à l'intérieur, c'est le détail. On a parlé de couverture d'environ 90% dans les zones urbaines. Oui. Allons en zone rurale. Et vous savez, on est dans un processus global de décentralisation qui sous-entend de ramener le développement au niveau local. Et justement, c'est dans nos localités, dans nos communes que le développement doit être impulsé. Si dans ces communes, dans ces localités, il n'y a pas d'énergie, c'est le sous-développement qu'on construit. Tout le monde est d'accord aussi que l'énergie est au cœur du développement. Et l'erreur qui a été faite, parce que l'analyse qu'il faut toujours faire, c'est de prendre la problématique de l'électrification, de l'électricité d'une manière globale sur deux phases. Il y a la phase de l'accès à l'électricité, et à ce niveau, toutes les zones rurales souffrent. Et il y a l'autre problématique qui est celle de la production même de l'électricité, pour que justement l'offre de l'électricité satisfasse la demande globale sur le territoire national. Quand on balance des chiffres comme 63%, je ne sais pas de qui ont monté ces chiffres, mais à la vérité, nous avons besoin d'énergie dans nos zones rurales pour porter le développement que nous voulons. Parce que c'est dans ces zones rurales qu'il faudrait que les Camerounais vivent et qu'ils vivent paisiblement, le bien-être. Que les écoles, le taux de scolarisation puisse évoluer avec la réussite qui s'y est. Que justement les centres de santé dans ces zones puissent avoir un certain nombre d'équipements qui ont besoin d'être fonctionnés à partir de l'énergie. C'est dans ces zones où on parle du but de transformation locale, qui est le cœur même de notre... le début de notre industrialisation. C'est dans toutes ces zones que le développement doit se faire. Et justement, c'est pour ça que je voulais le chiffre officiel même de l'AER, parce que eux, ils ont tous les éléments pour nous donner des chiffres exacts. Tout à l'heure, on parlait de 32% pour gonfler. Je crois que ça peut être dans les 25%, mais je n'ai pas fait la statistique dessus. Mais à la vérité, si ceux qui sont à la gouvernance du Cameroun veulent véritablement impulser le développement, ne sont pas en train de prendre la bonne direction. Quand on parle de barrages, on a fait un ramdam dessus. Il y a eu beaucoup de milliards qui ont été dépensés. Allez voir les chiffres. On vous dit Making Hydroelect, un échec. D'ailleurs, même quand ce n'était pas un échec, on attend combien de mégawatts de ce côté? 11 mégawatts. On vous dit Memvele, 211 mégawatts. On a à peine 80 mégawatts. On parle de Natigal. Qui 420 va 420. Non, c'est des chiffres. Mais à la vérité, Natigal n'a pas encore atteint 150. Et si vous faites la somme, vous entrez dans leur document de planification, le DSCE, ils ont annoncé 3000 mégawatts. Ils n'ont même pas pu avoir 1700 mégawatts. Voilà le gap. Cette fois-ci, ils annoncent pour 2035. Ils sont toujours en train de mettre les Camerounais dans
l'espoir. Ils annoncent pour 2035 5 000 MW. Or, pendant qu'on parle, ils ne sont pas 3 000 MW. Ils ne sont pas 2 000 MW, je veux dire. Et quand vous faites la somme de ce qui est posé, vous vous rendez bien compte qu'ils ne sont pas pour la transformation véritable de notre société. Parce que si on parle emploi, on parle développement. La base du développement, on l'applique tous ici en troisième. La révolution industrielle, la révolution, tout ce que vous avez connu en Europe dans le 19e siècle, c'était les énergies. Et nous, il n'y a aucun effort qui est fait. Du moins, quand il y a même des efforts qui sont faits, il y a beaucoup d'argent beaucoup de sommes qui sont dépensées pour un résultat extrêmement nul. Oui. Vraiment, on a l'impression que ceux qui gèrent le Cameroun, oui, parfois ils surfacturent. Mais quand vous réussissez à surfacturer, faites au moins le travail pour que justement, vous êtes satisfait parce que vous avez mangé, et les populations sont satisfaites parce qu'elles ont de l'énergie. Ce n'est pas le cas. Alors, quand on parle, par exemple, pour finir, de l'électrification rurale, il y a des zones dans ce pays où on n'a jamais vu l'électricité. Par contre, à leur niveau, manque de la performance. Les acteurs qui électrifient, vous avez le PNDP, vous avez l'AER, le minier, chacun veut gérer son budget. On se retrouve dans la même zone à tripler les études. On se retrouve dans la même zone à doubler, tripler les projets. Et ce n'est pas efficace. Pourtant, beaucoup d'argent, les deniers publics sont dépensés. Alors, la question que vous avez bien voulu poser aux représentants de l'Agence de l'électrification rurale, c'est d'avoir une idée du taux de couverture dans vos opérations. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la couverture que vous assurez en zone rurale aujourd'hui en termes d'accès à l'électricité? D'abord, ce qu'il faut dire est qu'il y a une différence entre taux de couverture et taux d'accès. Parce qu'une localité rurale peut bel et bien être raccordée au réseau, mais l'exploitant, c'est lui qui connaît le nombre de ses clients. Et il se trouve souvent que beaucoup de personnes utilisent l'électricité. Mais bon, au niveau des clients qui sont déclarés, c'est très peu de personnes qui sont abonnées à Eneo, par exemple. Ça va faire en sorte que les chiffres ne soient pas très exacts. C'est pourquoi il faut être très prudent avant de se prononcer sur un quelconque échec ou une quelconque réussite. Il faut être très prudent. Je voudrais bien exhorter nos amis d'en face à ce niveau-là. Alors, quant à, le taux de couverture. Le taux de couverture. Vous faites la différence avec le taux d'accès. Maintenant, on veut savoir qui est touché en zone rurale. En termes de localités électrifiées, généralement sur les 14 000, parce que le Cameroun a environ 14 000 localités, environ 3 700 à 800 sont raccordés au réseau. Je parle de raccordement au réseau en termes de localité. Maintenant, je vous ai dit le nombre de clients. Sur les 14 000 communautés, vous dites qu'il y a 3 700 à 3 800 qui sont raccordés au réseau aujourd'hui. C'est pourquoi, effectivement, vous avez fait allusion au discours du chef de l'État. Quand vous suivez très bien ce qu'il a dit, effectivement, il y a les barrages. Mais il faudrait que ces barrages-là, il faut que les lignes de transport, les réseaux électriques, soient construits après la production d'électricité. Raison pour laquelle il a évoqué l'interconnexion électrique entre les réseaux sud et le réseau nord, qui jusqu'à présent ne sont pas interconnectés malgré tout ce que nous avons comme production d'électricité. Il faut que les populations de part et d'autre de l'ensemble du territoire national ressentent que quelque chose est fait. Il faut qu'on distribue. Nous, AER, nous sommes du côté de la distribution de l'électricité et non du transport, comme vous l'avez si bien dit. Le transport de l'électricité est réservé aujourd'hui à la SONATREL, la Société nationale de transport d'électricité. Mais nous, en milieu rural, ce n'est plus le transport, c'est déjà la distribution d'électricité. Et c'est pourquoi, lorsque le chef de l'État va, au niveau du décret organique de l'AER, lorsqu'il va réorganiser l'AER, parce qu'en 2022, tout récemment, l'AER a été réorganisée, il nous a été demandé, premièrement, d'assister l'État dans l'élaboration des plans et projets de l'éducation rurale en tant qu'expert déjà. Et maintenant, d'accompagner les collectivités territoriales décentralisées. La décentralisation est une réalité de nos jours. En même temps, il y a le volet énergie renouvelable, parce qu'on ne peut plus se permettre de construire des centrales thermiques. Pourquoi on ne dise pas tout à la fois? Voilà. On est encore sur ce taux de couverture. Vous dites que sur 14 000 communautés, environ, vous comptez 3 000. Je vous ai parlé de 3 000 qui sont raccordés au réseau. 800 raccordés au réseau. Oui. Et votre taux de satisfaction se situe à combien? Taux de satisfaction. Est-ce que vous-même vous êtes fier de ce travail, d'avoir 14 communautés
et de ne raccorder que moins de 4 000. C'est une question de moyens. Parce qu'une fois que les moyens, pas qu'on n'a pas les moyens, les moyens qui sont à notre disposition, et fait que l'État met, que même l'État a. Si on avait vraiment, vous savez, pour électrifier une localité en montant, et quand on parle de 14 000 localités, vous parlez même de rien que des 10 000 qui ne sont pas raccordés au réseau. Il faut d'abord que le réseau soit disponible. Oui. C'est pourquoi nous avons dit cela. Deuxièmement, il faut aussi que les moyens, aussi bien humains, parce que ça ne sert à rien de dire je vais électrifier si vous n'avez pas la capacité ni l'expertise en la matière. Est-ce qu'on a besoin encore de parler d'expertise aujourd'hui au Cameroun? Voilà, à partir du moment où l'AER existe, c'est pourquoi on a dit, une fois que les moyens sont donc mis à la disposition des experts, nous faisons en fonction de ça. Si nous avons tout ce qu'il faut comme moyen aujourd'hui, écoutez, ça nous coûte Alors rien. Vous êtes en train de dire à l'État que vous n'avez pas de moyens? Non, c'est pas vous ça. Vous n'en pas suffisamment? Non, c'est pas ce que n'ayez pas peur de le dire. Hein? Bien sûr. Parce qu'on peut vous aider à faire un plaidoyer. Ouais. Vous avez l'expertise et vous faites avec ce que vous avez. Vous savez, nous allons progressivement. Ils ont parlé des activités qui régissent le secteur de l'électricité. Il y a la production d'électricité, le transport d'électricité, la distribution de l'électricité. On peut même envisager l'importation de l'électricité, l'exportation de l'électricité, la vente d'électricité et la production d'électricité à des fins industrielles. Voilà les activités prévues par la loi. D'accord. Ce qui nous concerne, nous, AER, je vous l'ai dit au début, nous faisons le raccordement au réseau ou, le cas échéant, la production décentralisée d'électricité. Et une fois que nous avons les moyens, nous raccordons au réseau et nous faisons... Alors vous avez parlé de ces près de 4 000 communautés qui sont raccordées. Oui, maintenant, au niveau de la production décentralisée, vous en êtes où? Les centrales solaires qui sont pour le moment conçues sur l'ensemble du territoire national, le chef de l'État en a parlé, les 1000 localités. Parce que sur les localités qui ne sont pas encore électrifiées, il y a bel et bien la demande. Et ils ont bien dit, parce qu'effectivement, les Camerounais veulent l'électricité. C'est ce qu'il faut qu'on dise. Les Camerounais veulent l'électricité. Alors nous en sommes conscients. Il est question qu'on commence par les 1000 localités. Le chef de l'État a également évoqué les 360 centres au niveau des chefs-lieux d'unité administrative. Toujours des centrales solaires. Alors, ce sont les options aujourd'hui qui sont des énergies renouvelables. Et nous sommes donc, l'AER et pour le moment, nous avons l'exploitation de 350 centrales solaires photovoltaïques. Actuellement? Actuellement, là, l'État nous les a confiées. Je vous ai dit que nous n'évoluons pas dans un cadre à part. Non, vous avons des missions. Nous avons nos missions, nous sommes encadrés par l'État. Est-ce que les 300 là fonctionnent? Bon, les 300... Nous les faisons fonctionner. Actuellement, là, je comprends bien votre question. Elle est simple, ma question. Tout à fait. Est-ce qu'elle fonctionne? Comme toute énergie électrique aujourd'hui, et comme toute centrale, il y a des contraintes environnementales. Ça fait que, au niveau de l'option technique des batteries, par exemple, nous sommes parfois dans l'obligation de changer certaines batteries parce que les fabricants qui nous les ont fournis, il y a eu des défaillances. C'est pourquoi, en matière d'entretien ou bien de gestion de ces centrales, nous sommes à pied d'œuvre pour relever les centrales qui ont des problèmes. Et c'est notre travail, ce sont nos missions. D'accord, parce que moi, pour vous citer les centrales qui ne marchent pas, hein. Oui, bien sûr. Il suffit seulement de vous adresser à nous. Nous allons prendre des dispositions. Alors, comme ça ne marche pas à Doumenta, rapprochez-vous de ça marchait quelque temps, hein. Après là, c'est mort. Oui, on comprend. C'est pour ça que je vous ai parlé du cas des batteries. Ce cas est bien connu et nous prenons les dispositions. Alors, on espère que les communautés vont s'exprimer. Vous avez le code d'accès. Posez vos questions par simple SMS ou par message WhatsApp pour participer à ces échanges. Monsieur le maire, c'est un peu compliqué finalement de parler d'énergie électrique. On a des chiffres et autres. Les gens disent que c'est 80% de couverture en ville ou 90%, et ainsi de suite. Mais vous êtes un citoyen. Comment est-ce que vous ressentez l'accès à l'électricité pour le citoyen que vous êtes dans notre pays? Non, mais à la vérité, je reconnais très bien que l'accès aux services sociaux de base, que ce soit en termes d'électricité, en termes de santé, en termes d'éducation et bien d'autres, demeure des préoccupations centrales pour le commun des Camerounais. Et quand je prends la parole, je ne me substitue pas à ma population, mais je suis représentant de cette population. Ça voudrait dire que j'exprime
avec mes propres mots ce que j'ai du ressentiment de la base. D'accord, qu'est-ce que la base ressent? Alors, mais la base ressent un besoin. Le besoin, il est là. Je voudrais noter aux côtés de l'AER les efforts qui sont faits ici et là. Pourquoi? Parce que lorsque j'arrive... Le conseil technique est content quand on dit que... Non, mais il ne sera pas seulement content tout à l'heure. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce que lorsque j'arrive, je note quand même au niveau de Gari Gombo qu'il y a une centrale solaire qui est construite. Je ne sais pas s'il faut vous dire merci ou pas, mais je fais partie de ceux qui pensent que l'énergie est un besoin social. Et quand on en a accès, on ne devrait pas dire merci. Ben, excusez-moi, tu peux. Non, on a compris le sens. Hein. Mais pourquoi? Parce que je me dis que quand on rencontre des localités tout à l'heure, Monsieur Ngolo, je pense que le président Eric, ils ont essayé de le dire, quand on retrouve les localités qui n'ont pas accès ou bien qui n'ont pas encore eu véritablement expérimenté l'énergie au XXIe siècle, ça pose quand même des préoccupations. Mais bon, la vérité c'est que les efforts qui sont faits peuvent être intensifiés, peuvent être densifiés pour permettre à ce que à la longue, à court ou alors à moyen terme, la population du Cameroun et les Camerounais dans leur entité puissent aspirer, ou bien au-delà de l'aspiration, puissent vivre cela. Mais c'est pas parce que... Mais dans vos populations, il y a des gens aujourd'hui qui ont 60, 70 ans, qui n'ont jamais connu l'énergie électrique depuis l'indépendance. Non, mais bon, on ne dirait pas... Pour un pays comme le Cameroun... Non, mais Jean-Jacques, moi, je ne parlerai pas comme vous, mais je pense qu'ils ont connu l'énergie, mais des différentes sources de provenance. Voilà. Ils ont connu l'énergie, mais des différentes sources de production. On ne me dira pas quand même qu'aujourd'hui, même celui qui a 70 ans n'a jamais regardé un match de football. Même avec son groupe électrogène. Mais avec son groupe électrogène, c'est déjà une source d'électricité, c'est une source d'énergie. Allez, vous dites, débrouillez-vous. Chacun trouve sa solution. Mais à la vérité, ces solutions ont été des solutions. Maintenant, étant donné que c'est des solutions propres à nous, nous disons que bon, vraiment, il fallait, ou bien il est de notoriété que l'État, qui est notre employeur, l'État qui est notre dévancier, l'État qui chapeaute le commun des Camerounais, puisse faire son travail. Je note avec une relative satisfaction l'accès à l'offre énergétique au niveau de la région de l'Est et précisément de la commune de Gari Gombo, dont j'ai la responsabilité. Pourquoi? Parce que je constate que les efforts sont là, mais je constate aussi avec une certaine lourdeur le mécanisme avec lequel l'AER se déploie sur le terrain. Quand je le dis, je note aussi avec une certaine lourdeur quand on parle de la production décentralisée d'énergie, qu'il n'existe pas un cahier de charges entre l'AER et les communes. Donc, ce qui fait que malheureusement, vous allez traverser une commune comme la mienne, et je crois que ça doit être le cas des autres communes qui sont couvertes par l'AER. Vous allez vous rendre compte qu'il y a les poteaux électriques qui sont tombés sur le sol sous le fait des intempéries. Mais la commune ne peut pas avoir accès, ne peut pas manœuvrer quoi que ce soit en l'absence d'un cahier de charges. Pourquoi? Parce que s'il y avait un cahier de charges, on pourrait déterminer les responsabilités des uns et des autres. Nous sommes bien bénéficiaires des offres énergétiques de l'AER. Nous sommes même demandeurs en fonction de ce que la population exprime comme besoin. Mais à partir du moment où il n'y a pas un cahier de charges entre l'AER et la commune, je crois qu'il y a encore quelque chose à faire. Les besoins, c'est nous qui les exprimons. Et les moyens, bon, je pense que c'est l'AER qui recherche les moyens jusqu'ici, c'est l'État du Cameroun qui recherche les moyens à travers l'AER. Mais si nous voulons opter pour la décentralisation des moyens de production et la décentralisation de l'énergie, il serait souhaitable de savoir que, bon, ok, au niveau des CTD, qu'on puisse mettre sur pied un cahier de charges pour permettre à la commune d'être plus responsable. Pourquoi? Parce que c'est les populations de la commune qui sont bénéficiaires. Voilà. Même si l'AER, sur un point ou sur un autre, peut relativement profiter des faits de la distribution des compteurs électriques, là c'est la phase de commercialisation. La commune n'intervient pas sur la phase de commercialisation, mais nous intervenons essentiellement sur la phase de l'encadrement.
Ça veut dire que nous sommes bénéficiaires d'une infrastructure de développement durable et on se dit que s'il y a dans un cahier des charges, les poteaux ne seront plus au sol. On fera simplement le strict minimum et que l'AIR fait sa part. Je pense qu'en faisant comme ça, en mélangeant d'ici et là, on pourrait balayer chacun devant sa porte et ces petits développements que nous recherchons là pourraient se prévaloir ou bien se faire sentir à l'horizon. Voilà. D'accord. Bonsoir à vous tous sur le plateau. Pour répondre à votre thème qui est bien affiché, comment satisfaire la ville et la campagne en matière d'accès à l'électricité, je dirais que pour satisfaire les besoins en électricité de la ville et de la campagne, il est nécessaire de mettre en place des stratégies et des infrastructures. Batum David Steven, depuis mon village, son tap. Voilà, il voulait nous dire que lui, il est au village et il réussit quand même à nous avoir de ce côté-là. Bonsoir au panel. Le problème d'électricité au Cameroun est d'abord un problème de gestion. Le barrage de Nachtigal est un véritable échec. Le Cameroun a les barrages, mais les cahiers de charges n'ont pas été respectés. Dans la norme, on construit d'abord la ligne du transport avant de construire le barrage. Et comme si cela ne suffisait pas, Eneo confie les travaux de maintenance aux sous-traitants. Malheureusement, la sous-traitance a lamentablement échoué, comme Eneo et la Sonatrel. Tout est à refaire dans le secteur de l'électricité. François Xavier du côté d'Obala qui nous envoie sa contribution pour participer à la thématique. Alors, qu'est-ce qui fait fondamentalement problème, Président? Le Président de la République a sous ses yeux une liste de barrages. Songlolo, Nachtigal, Mekinmenvele, Lompanga et consorts. Lorsqu'on parle de tous ces barrages, on a l'impression quand même que le Cameroun, c'est un paradis. Mais le quotidien est sombre. Qu'est-ce qui fait problème? Est-ce que c'est des mauvais choix? C'est des mauvaises options? Oui, Jean-Jacques, vous savez, la question de l'énergie au Cameroun est tellement sensible qu'elle ne doit souffrir d'aucun mensonge et d'aucune complaisance. Les Camerounais souffrent, il n'y a pas d'accès à l'énergie. Et ce que le chef de l'État dit, le constat est clair et ça revient à tous les discours pour deux raisons majeures. La première raison, c'est que les choix politiques qui ont été faits en matière d'énergie ne correspondent pas à la réalité. La macro-hydroélectricité, au Cameroun, n'a pas besoin de gros barrages pour s'électrifier. C'est une erreur. Mais pourtant, on a les potentialités. Bien sûr. Pourtant, on a la nous avons la mini-hydroélectricité qu'on peut développer parce qu'on a beaucoup de mini-cours d'eau, voyez-vous. Je prends le cas du Maroc, qui a à peu près une géographie similaire à celle du Cameroun en termes de petits cours d'eau. Alors, pour être concret, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'un barrage comme Nachtigal, par exemple? Non, Nachtigal, c'est un gouffre financier. Qu'à quoi sert Nachtigal? Nachtigal, 420 MW. 420 MW. Il y a un seul chiffre qui compte en matière d'électricité. Je l'ai dit au début et je le répéterai autant de fois. Il faut que le gouvernement l'entende. C'est ce qu'on appelle le taux de disponibilité. C'est la seule valeur qui compte en matière d'énergie. Il n'y en a pas deux. Pourquoi? Il faut que le citoyen puisse avoir un taux de disponibilité de 100%, c'est-à-dire que s'il veut allumer, qu'il allume, ça s'allume quand il a besoin, et quand l'enfant veut étudier, il étudie. Parce que quand vous avez un taux de disponibilité faible, même si on électrifie tout le Cameroun, ça ne servira à rien. Parce que, voyez-vous, la lumière ou l'énergie, c'est pour travailler, c'est pour faire des choses. Mais quand ces choses ne peuvent pas être faites, à quoi ça sert? Rien du tout. Et j'entends des chiffres, j'entends tout, mais un seul chiffre que ni l'AER, ni EDC qui fait la production, ni Eneo, ni la Sonatrel n'en parlent. Mais le taux de disponibilité, ça veut dire que ton installation de réseau électrique qui est fait pour transporter, je parle au cas de la Sonatrel, est-ce qu'à tout moment, quand vous faites passer l'énergie, est-ce que c'est possible? Si la réponse est non, ça veut dire que c'est un taux de disponibilité de 0. Ça veut dire que la ligne qui est là ne sert à rien. Je prends parce qu'on voit quand même dans nos communautés des poteaux qui se perdent. Bien sûr, donc ça ne sert à rien. Des fils qui commencent là et s'arrêtent là. Et je suis content d'avoir le conseiller technique de l'AER qui est là, en ce qui concerne l'AER. C'est la même chose. Ils sont responsables de l'électrification rurale. C'est la zone où on a le plus de problèmes. Mais l'AER, c'est l'une des plus vieilles structures de ce pays. Elle existe depuis longtemps. Moi, j'ai travaillé avec l'AER, j'étais président du syndicat des énergies renouvelables du Cameroun pendant 10 ans, avant de migrer du côté politique, pour devenir le président du parti écologique. Pourquoi je l'ai fait? À cause des frustrations. Parce qu'on fait des propositions qui ne peuvent pas se réaliser. Et nous espérons ramener ce débat de l'énergie, qui est un débat d'abord politique, avant d'être tout ce qu'on peut dire. Si les politiques sont mauvaises,
ce qui est le cas aujourd'hui, et nous au Parti écologique, heureusement, c'est l'un des sujets phares de notre programme sur lequel nous proposons au gouvernement de laisser les vieilles recettes et de prendre les nouvelles recettes qui fonctionnent. Revenons, pourquoi ça ne marche pas? Parce que les choix fondamentaux en matière d'énergie ont été faussés. Le Cameroun doit développer la mini-hydroélectricité et non la macro-hydroélectricité. Premier constat. Natchiga ne sert à rien. Deuxièmement, le Cameroun... Mais comment est-ce que Natchiga ne servirait à rien alors qu'on a besoin en même temps de s'industrialiser? On a besoin quand même de grosses productions si on veut s'industrialiser. 60% de la production de Natchiga est vendue au Tchad, le savez-vous? C'est une réalité. 60% de la production de barrage de Natchiga est déjà vendue au Tchad. Parce que le Tchad, quand on s'endettait pour le barrage, eux, ils construisaient des lignes de transport. 60% de la production de Natchiga est vendue au Tchad. Parce que le Cameroun a des lignes vétustes qui ne peuvent même pas supporter cette production annoncée. Si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas transporter l'énergie pour amener chez le citoyen, mais vous produisez pour qui? Mais pour vendre au Tchad, c'est ce qui se passe. Donc le barrage Natchiga ne va rien changer sur la situation électrique au Cameroun. Il y aura toujours des délestages. L'année dernière, on a dit qu'on commence à injecter dans le réseau des mégawatts qui viennent de là-bas. Oui, tout à fait, c'est très bien. Quel réseau? Le réseau, il est vétuste, il ne fonctionne pas. Et dans un projet d'énergie, voyez-vous, le pôle le plus coûteux, c'est le transport. C'est pour ça que personne n'investit. Et dites-vous, la production est gérée au Cameroun par EDC. Le transport est géré par la Sonatrel. La distribution revient à Eneo. De toutes ces entreprises, voyez-vous, Eneo est privatisé. Ce sont les expatriés qui gèrent Eneo. Mais la seule boîte qui collecte de l'argent, c'est laquelle? Mais c'est Eneo, non? On est d'accord? C'est Eneo qui collecte de l'argent parce qu'on paye des factures. L'État du Cameroun investit dans la production, dans le transport. Et le vendeur, c'est quelqu'un d'autre. Oui. Et c'est pour ça que d'ailleurs, Eneo est en train d'être racheté par EDF, les Français, parce que c'est eux qui ont investi sur le barrage de Natchiga. Et ils savent très bien qu'il faut contrôler là où l'argent rentre. Vous allez voir aujourd'hui, actuellement, l'État ne veut pas céder ses parts parce qu'on veut mettre l'État carrément à la porte pour être sûr que l'argent qui rentre puisse récupérer parce qu'on a investi sur Natchiga. Voyez-vous. Donc ça montre très bien que les choix énergétiques qui sont faits, ils sont dictés par la France, parce que EDF, moi j'ai travaillé chez EDF, donc dictés par la France, dont je connais. Et aujourd'hui, ils veulent contrôler Eneo parce que c'est la seule entreprise de toute la chaîne que je viens de citer qui collecte de l'argent. C'est là où il y a l'argent. C'est là où il y a l'argent. Et l'État, on veut le mettre dehors. Donc, voyez-vous, quand là où l'argent rentre, vous ne contrôlez pas. Souveraineté, comme voilà, vous ne contrôlez pas. Donc, la privatisation de l'énergie au Cameroun est une erreur. Il faut nationaliser la question de l'électricité et choisir des programmes qui sont adaptés, c'est-à-dire développer la mini-hydroélectricité et développer l'éolien, développer le biogaz, développer la biomasse, qui sont des sources d'énergie dont nous avons le potentiel. D'accord. Sur ce développement-là, Angelo, c'est le même regard. Qu'est-ce qui fait problème? On annonce les barrages tous les jours, de l'argent est investi, on fait une grande campagne de promotion autour de cela, mais le résultat qu'on a dans nos foyers, c'est que ça ne marche pas. Est-ce que c'est les mauvais choix? Je crois que pour aborder dans son sens, il est justement important de faire un mix énergétique. D'ailleurs, ils en parlent. Ça veut dire qu'il faut explorer au même moment tout ce qu'il y a comme énergie renouvelable. L'hydroélectricité, qui est environ 64%, sortir du thermique au fur et à mesure, parce que toutes les centrales thermiques... il faut dire que le thermique fonctionne comme un grand groupe électrogène. Il faut mettre le carburant. Oui, tout à fait. Il faut... Alberto, on connaît le thermique de ce côté. On a démantelé toutes les centrales thermiques du PTU, programme thermique d'urgence que EDF avait lancé pour amener du côté de l'Est, de manière systématique. Alors qu'on n'a même pas le carburant là. À Hala, la centrale thermique d'Hala, on a envoyé à l'Est. Je crois que c'est ce patrimoine-là que AER a récupéré pour essayer de travailler. Déjà, c'est le moyen de l'État. Ce qu'il faut dire, c'est que dans ce mix, on a toute une direction des énergies renouvelables au ministère de l'eau et de l'énergie. Absolument. Et sur le secteur de l'électrification de l'énergie solaire, il fallait des projets viables. Parce que chaque fois qu'on a fait aux experts du domaine, ils sont toujours en train de se plaindre des batteries. C'est des milliards qu'on a dépensés, mais ça ne fonctionne pas. Oh, les batteries, oh, ceci, oh, cela. Il y a l'option qui a été prise, l'option des mini-centrales hydroélectriques, qui font dans les moins de 5 MW. Il y a une commune que je connais bien, le maire, commune de Messodo, qui a monté un projet dessus,
qui a travaillé dessus en se disant qu'ils avaient un petit coup d'eau là qui pouvait leur permettre de faire 4,5 MW. Mais c'était suffisant pour électrifier toute la localité. Mais jusqu'à présent, ils sont en train de chercher les budgets ça et là. L'État a plutôt mis beaucoup d'argent pour essayer de prendre de l'énergie qui quitte depuis Pouma pour entrer là-bas, loin à Messondo. Pourtant, il faut aller vers ce type de solution. Je crois que l'État doit être... C'est pas l'État. Quand on parle de l'État, parfois on confond tout. Le régime, ceux qui gouvernent, ils doivent être sérieux. En fait, s'ils étaient sérieux, avec le souci, au-delà de faire des discours politiciens, avec le souci réel d'apporter des solutions aux problèmes des Camerounais, ils devraient faire mieux. D'où vient-il que la Chine, qui est spécialiste, parce que quand on parle des barrages hydroélectriques, la Chine a un barrage qu'on appelle le barrage des Trois Gorges. C'est 25 000 MW. Quand on parle de 33 MW, 200, 400, ils sont 25 000 MW. Ça veut dire qu'en termes de maîtrise technologique, ils savent de quoi on parle. Mais quand ils viennent faire un barrage du côté de Mekin, Ils font ce que vous demandez. et qu'on nous dise que le barrage là c'est un flop, ça ne peut pas, ça ne marche pas. On a envie de comprendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces experts qui n'ont pas compris ou alors on leur a imposé. Je vois que finalement les gens ne sont pas sérieux. Ils auraient pu, même avec les grands barrages, faire quelque chose. Mais le résultat n'est pas là. On nous dit, tous les barrages qu'on vous cite là, est-ce qu'ils vont au maximum de leur puissance? Est-ce qu'on reçoit l'énergie qu'on a annoncée? Est-ce que Menveleux, 211 MW, c'est véritablement 211 MW qu'ils envoient dans le réseau? On va vous dire non, 80. Ils nous ont parlé d'un barrage, on l'a apprécié. L'Ompanga, retenue d'eau, pour essayer d'assurer une certaine stabilité de la distribution pendant les périodes de tillage. Oui. Le soleil, les nids, le volume de cours d'eau qui diminue. Le débit Ah oui, baisse. donc c'est justement, il fallait un et barrage. l'Ompanga devait injecter réguler, des voilà. millions de cubes, de mettre le bon discours. Mais nous sommes en situation sèche, il y a toujours les délestages. En fait, monsieur Zé, ceux qui nous gouvernent, ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. En fait, ils ne sont pas dans l'optique du développement. Ils ne sont pas dans l'optique de mettre l'humain, nous les citoyens, nous les Camerounais, au centre de leurs préoccupations, pour permettre que nous, à la fin, nous serons satisfaits. Ils ne le font pas. La décentralisation devait être une solution. Mais ils ne le font pas comment? Puisque Ils ne le veulent pas. Même ils en souffrent, non? Non, ils s'en foutent. Ils en souffrent. Ils s'en foutent. Monsieur le maire voulait parler. Après, il n'a plus parlé. Non, on a senti qu'il a hésité. J'ai compris que peut-être c'est la discipline et autres. Il veut dire que l'entretien même du réseau, il parle de l'entretien. Il parle de l'entretien du réseau. Ça veut dire qu'ils ont un réseau qui tombe, mais ils n'ont pas le droit de toucher pour régler le problème des Camerounais. Mais ce n'est pas possible. Vous êtes maire, vous avez des populations qui sont en train de souffrir. Le câble est tombé là. Vous ne pouvez pas aller le récupérer. Et là, il y a les milliards. Là, vous n'avez même pas les fonds pour pouvoir faire l'entretien là maintenant parce que vous êtes là sur place. Là, il veut centraliser tout depuis oui. Yaoundé. Et c'est ce même problème. Ils ne veulent pas que le pays se développe. Ils connaissent ce qu'il faut faire. Ils ne veulent pas. Ils veulent contrôler les milliards gérés depuis Yaoundé. Et tant pis si vous restez une semaine, 2 semaines, 1 an dans le noir. Le village de ma mère, nous sommes là au Mende, à Boananala, là dans Bukito. Mais ils n'ont jamais vu la lumière électrique depuis que terre est terre. Et c'est pas sérieux. Une fois, ils ont eu un problème de transformateurs. 2 transformateurs sont tombés en panne dans une partie du village. Ils sont restés 1 an et demi. Le problème de maintenance. Et c'est la décentralisation qui va venir résoudre ce type de problème. D'accord. Il faudrait transférer Là, les vous êtes- compétences et les moyens. D'accord, nous sommes encore à l'état des lieux. C'est vrai que vous embrayez sur les solutions durables. Bonsoir au panel du Grand Soir. Le Cameroun a le 2e potentiel hydroélectrique en Afrique, après le Congo démocratique. Je crois que c'est un discours qu'on entend tous les jours et qui fait en sorte qu'on soit toujours étonné que ce 2e plus gros potentiel baigne encore dans le noir. C'est encore c'est assez paradoxal. Notre pays exploite ce patrimoine depuis les années 50. C'est vraiment une grande honte qu'à ce jour, le Cameroun n'ait pas un taux global d'électrification à 40%. Je ne sais pas où il tient les chiffres. Les discours propagandistes ne nous servent à rien. Regardons la vérité en face. Paul Samuel Ndiem, depuis EDEA, qui participe à ces échanges. Bonsoir à tous les panélistes. Comment est-ce que les villages camerounais manquent de la lumière, mais on préfère vendre l'électricité Ndikou Mama depuis Ndichom, c'est pas Fumban,
là-bas dans le Noun, qui est quand même surpris. C'est le président qui parlait tout à l'heure de l'électricité qui serait vendue du côté du Tchad, alors que nos villages sont encore dans le noir. 60% est vendu au Tchad. Bonsoir à tous les panélistes. Avec tant de barrages d'eau électrique, la pénurie d'énergie électrique persiste au Cameroun. Pourquoi? Par contre, le Burkina Faso serait en train de construire sa centrale nucléaire avec l'ambition d'améliorer, d'alimenter gratuitement les ménages. Que pensez-vous, mon frère, dans ta contribution? Comment se fait-il que la région de Man se retrouve sans électricité? Je crois qu'il y a un barrage de ce côté-là. C'est Meuvelé ou bien Mekin? Voilà. Il ne comprend pas que de ce côté-là, avec l'annonce de ce barrage, qu'ils soient sans électricité. Est-ce qu'ils sont près de l'église et un peu loin de Dieu? Bonsoir Jean-Jacques et son panel. Quand dans un pays, l'électricité est gérée par les étrangers, on peut s'attendre à quoi de sérieux? Notre électricité doit être gérée par les Camerounais, à qui l'État donnera des objectifs à atteindre. Les poteaux en bois doivent être remplacés par les poteaux en béton. Les sociétés de sous-traitance doivent être supprimées. Recruter des techniciens qualifiés. La maintenance préventive doit être faite sur tout le réseau en respectant les normes. Et l'État doit prendre ses responsabilités. François Xavier Descartes, le tableau présenté par le président Angelo montre que on fait une navigation à vue, que nos choix sont mauvais, finalement. Non, j'ai été amusé quand j'écoutais, je comprends qu'ils sont venus se produire. Comment ça se produit? Ah oui, il y a un moment là... S'il y a une production qu'on souhaite, c'est celle de l'énergie électrique. Je suis désolé, à un moment, il manquait de sérieux. C'est eux qui demandent... à l'État d'être sérieux. À l'État d'être sérieux. À un moment, ils ont manqué de sérieux. Beaucoup de choses ont été dites. Je vais essayer de revenir sur une ou deux choses. Premièrement, sur le taux de couverture. Donc, quand tout à l'heure, on en parlait avec le conseiller technique. Bon, il a mentionné le taux de couverture quand il a dit 3 localités sur 14 000. Sur 14 000, 3 800 localités sont raccordées au réseau. Il faut donc savoir comment est-ce qu'on calcule le taux de couverture. Le taux de couverture, il y a des localités qui sont plus vastes que les autres. Il y a des localités qui ont plus de ménages que les autres. Donc, on ne va pas calculer le taux en disant s'il y a 3 800 seulement sur 13 000, ça veut dire qu'on prend la calculatrice et on a le taux de couverture. Non, mais les couvertures, c'est quoi? C'est les villages? Quand vous dites 3 800 sur 14 000, 14 000, c'est quoi? Des communautés? Ou des villages? C'est des localités. C'est des localités. C'est quoi une localité? C'est-à-dire, Doubentan, par exemple, c'est une zone géographique. C'est une zone géographique. Il y a des villes. Oui. Comme Yaoundé, Douala, ainsi de suite, les chefs-lieux d'unité administrative, s'il faut dire ainsi. Voilà. Et il y a des localités qui ne sont pas des chefs-lieux d'unité administrative, ou alors qui sont des chefs-lieux d'unité administrative, mais non électrifiés. Voilà. Ce sont ces localités-là qui sont donc raccordées au réseau en fonction du poids démographique ainsi que alors, des activités. Vous avez donc 14 000 localités et 3 800 sont couvertes. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas simple. Non, ce n'est pas simple, monsieur Zé. Alors, ce n'est pas comme ça. Le taux de couverture. Fait quoi, il y a la zone couverte. Ça veut dire qu'il y a des localités plus vastes que les autres. Il y a des localités qui ont plus de connexions que les autres. D'accord. Alors, donc, on peut avoir une localité qui, à elle seule, est 10%. Donc c'est comme ça qu'on va parler de pourcentage. On va parler de pourcentage. On a dit 14 c'est complètement il y a on veut faire la politique avec l'histoire. Ce qui est important, oh là là, pourquoi je vous écoute? Pas parce que vous êtes maintenant, monsieur. Allez, vous dites ce que vous dites. Non, on veut comprendre votre perception de l'affaire. Ce n'est pas une perception. On n'a pas établi les pourcentages. On a dit 14 000 localités au Cameroun, 3 800 sont couvertes. Ok, en fait, oui. Vous savez, on parle aussi pour les téléspectateurs qui nous écoutent. Oui. Je disais, c'est pas comme ça qu'on calcule le taux de couverture. Et lui, il n'a pas dit que c'était comme ça. Il vous a dit, et moi j'ai dit, pour les téléspectateurs, c'est pas comme ça qu'on calcule le taux de couverture. D'accord. Alors, faut pas que les téléspectateurs pensent qu'ils vont prendre la calculatrice et à partir de ces chiffres, ils auront le taux qui sera contraire à celui qu'on a donné. Parce que c'est pas comme ça que se calcule le taux de couverture. Et je pense que pas sous son contrôle. Tout à fait. J'ai dit au départ les notions de taux d'accès et de taux de couverture. Vous savez que ce qui intéresse les Camerounais, c'est de savoir s'il peut aller à l'interrupteur. Non, mais on avance. Je l'ai dit au départ. Les notions de taux d'accès et de taux de couverture sont complexes. Je l'ai dit au départ. Comme l'électricité. Voilà. Donc, il faudrait vraiment. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord. Avec au niveau du concept, mais je voudrais quand même revenir sur leur propos. Oui, c'est lui qui a la parole. Vous allez revenir dessus tout à l'heure. Oui, allez-y. Ok, on avance. Il y avait ça. Maintenant, je voulais, sur les barrages,
Oui. N'est-ce pas? J'ai entendu qu'il y a des barrages qui ne servent à rien. Les gens ont des informations que les barrages là sont dans l'est au Tchad. Non, ce n'est pas vrai. Il faut savoir, les barrages actuellement ont une production qui est avoisine les 2000 MW. Les 2 MW ne peuvent pas satisfaire toute la demande. Il y a encore un déficit. Il y a un déficit. Pourquoi nous avons encore les coupures alors qu'il y a des barrages? C'est important d'expliquer aux Camerounais. Vous direz qu'ils veulent seulement les laisser, mais je pense qu'eux, ils veulent quand même aussi savoir. Parce qu'ils vont vous dire comme c'est de l'argent qu'on met dans les barrages et ils ont mis non seulement de l'argent, de l'espoir. Il faut leur dire pourquoi. Chers Camerounais, voici pourquoi vous avez les coupures. Les barrages fonctionnent. Mais tout ce que les barrages produisent ne suffit pas encore pour satisfaire toutes les zones couvertes. Qu'est-ce qu'on fait? Si on peut faire fonctionner les barrages en plein temps sur une partie des zones couvertes. Ça veut dire qu'on choisit, peut-être on peut dire si on décide de choisir les grandes villes seulement. Vous êtes quoi, dans la proposition ou bien dans l'état des... J'explique pourquoi il y a des coupures malgré les barrages. Donc il y a une politique de rationnement qui est appliquée. Qui est appliquée. Comme on produit pas beaucoup. Mais comment on a ajouté Natchigal alors que ça des barrages ne peuvent pas réduire le actuellement. Oui. C'est pas vous qui posez la question, monsieur. C'est une causerie, il peut poser une question aussi sympa. D'accord, allons-y. Mais il faut que les téléspectateurs écoutent. Oui. Ce que nous produisons ne peut pas encore satisfaire toute la demande. Il faut d'abord le savoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend ce qu'on produit, on met pour qu'il y ait des gens qui n'aient jamais de coupure et qu'il y ait d'autres qui n'aient jamais d'électricité? Voilà. Pour qu'on ait le taux de disponibilité de 100% comme quelqu'un a réclamé sur le plateau. Parce que vous savez, on peut avoir le taux de disponibilité de 100%. Il suffit d'injecter ce qu'on a sur une seule partie. Et ceux-là n'auront jamais de coupure. Avec si on choisit Yaoundé seulement, qu'est-ce qui se passe donc? Ce qui se passe, c'est que on essaye de donner à tout le monde dans une moyenne qui fait de rationnement qui fait que parfois il y a des coupures. Ça, c'est d'abord le déficit est encore là. Les barrages ne peuvent pas encore produire totalement tout ce qu'il nous faut. Deuxième chose, ils l'ont mentionné tout à l'heure, les barrages sont construits, mais il y a, quand en saison sèche, les fleuves perdent leur cours. Et on a et qu'est-ce qu'on fait? L'Ompanga, vous verrez que la production des barrages qui sont sur le fleuve Sanaga, comme il y a l'Ompanga, ont moins de points que ceux qui sont sur le Mbam. Il n'y a pas encore sur le Mbam et la Benoué. Oui. Il faut encore des barrages de ce côté-là. Ce n'est pas au Cameroun, on construit toujours les barrages avant de construire des barrages de retenue d'eau. Oui. Ce n'est pas au Cameroun que ça se fait. Ça a toujours été comme ça et c'est comme ça partout. On construit des barrages. Maintenant, puisque c'est avec ces barrages même, c'est avec le fonctionnement de ces barrages qu'on saura quelle est la capacité du barrage de retenue d'eau qu'il faut construire. C'est des études qu'on fait avec des expériences sur le terrain. Donc voilà les deux raisons principales. Il y a une troisième, je vais venir avec. Voilà deux raisons principales pour lesquelles il y a encore les coupures malgré les barrages. Une troisième raison est la suivante. Et la Sonatel est en train de la résoudre. Il y a les installations, il ne faut pas le nier. Qui sont vétustes, de transport. Voilà, les installations de transport. Les qui ne sont pas encore de pointe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous produisons au niveau du barrage n'arrive pas en totalité au niveau des ménages. Oui. C'est dû à quoi? Le réseau qui est vieillissant, le matériel qui n'est pas de pointe, et maintenant la répartition qui n'est pas toujours équitable, ou alors qui n'est pas basée sur une bonne étude. Qu'est-ce que la Sonatel fait donc? La première chose que la Sonatel est en train de faire, c'est de résoudre, de ne plus faire. Il y avait des sorties de réseau sud à réseau nord. On fait un réseau unifié national. Ça fait en sorte que, parce que les pertes, quand il faut connecter une localité qui est au sud, à celle qui est au nord, vous voyez, il y a des pertes énormes, il y a des dépenses énormes, il faut passer par des centrales de raccord. Pourtant, maintenant que la Sonatel est en train de faire un réseau unifié, voilà. En faisant quoi? En installant ce réseau unifié, on unit le réseau en installant le nouveau matériel de pointe. C'est ce matériel-là, partout où c'est... Non, c'est effectif. Je parle de ce qui est en train nous sommes à la découverte, là. On dit que c'est au XXIe siècle, 60 ans après l'indépendance, qu'on découvre. Je vous explique pourquoi. Nos installations ne sont pas up-to-date. Voilà, merci pour me relancer. Je chute sur ça. On a eu un problème. Je suis d'accord. Tout ce qu'ils disent n'est pas faux. Tout ce qu'ils disent n'est pas faux. La privatisation il y en a quand même n'a pas... qui est faux.
C'est ça. Non, non, pas que c'est faux, mais bon, parfois ils sont emportés par l'envie de critiquer, vous voyez, ça peut parfois diminuer leur... Pourtant, ils sont très intelligents, mais l'envie de critiquer peut parfois les déranger. D'accord. Il y a eu une phase où, vous savez, le transport et la distribution étaient attribués à un même acteur qui, lui, était un investisseur. Vous savez, quand on privatise, celui qui investit, n'est-ce pas, a pour priorité rentrer dans son investissement. Dans son investissement. Ça fait quoi? Il va privilégier dans ses installations, il va privilégier les zones où les grandes agglomérations où il y a plus d'entreprises. Les entreprises payent facilement les factures que les ménages. Il va orienter les installations dans ce sens-là. Ça fait que lui, il peut privilégier d'augmenter les lignes dans des villes et mettre un peu et négliger un peu les zones qui ne produisent pas bien. C'est le rôle maintenant donc, nous avons la Sonatrel qui, elle, n'a pas les mêmes soucis, pas les mêmes enjeux qu'une société qui veut se faire des bénéfices. La Sonatrel a pour premier souci de connecter tout l'étendue du territoire, d'accroître la zone de couverture, que tout le territoire soit couvert, avant maintenant de voir au niveau de la distribution les difficultés qu'on va rencontrer. J'aimerais quand même donner encore une différence qu'il y a. Parce que les gens, quand on dit aux gens qu'il y a 70% de couverture, il faut que les gens comprennent ce que signifie couverture et ce que signifie avoir l'électricité à tout moment. Quand on dit qu'il y a 70% de couverture, la couverture veut dire quoi? La couverture veut dire que les installations électriques arrivent chez vous. Ça veut dire qu'il y a le transformateur, il y a les poteaux et le courant arrive à chez vous. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que vous avez le courant à tout moment. Il faut bien que les gens comprennent. Il y a des zones couvertes où l'électricité est moins disponible que certaines zones, oui, avec toutes les réalités que je vous ai données. Non, moi, je vois, voilà. Ça sert à quoi à un Camerounais que vous lui disiez maintenant qu'il y a le taux de couverture? Non, mais le Camerounais, la disponibilité est la seule valeur. Pourquoi on n'a pas discuté? Mais je crois avoir répondu. On n'a pas discuté parce qu'on ne peut pas donner 100%. D'accord, parce qu'on ne produit pas suffisamment. On ne produit pas encore ce qu'on ne transporte pas suffisamment. On ne transporte, on sommes en train d'améliorer encore le transport. Et maintenant, on n'a pas encore optimisé les barrages qui ne sont pas sur la Sanaga parce qu'ils ne sont pas encore couplés des barrages de retenue. Non, pas encore de problème d'eau. Oui. Ils n'ont même pas de ligne de transport. Ils n'ont pas encore les barrages de retenue d'eau. Voilà pourquoi il y a encore des délestages. Il faut que les gens sachent pourquoi il y a des coupures. D'accord. Monsieur le maire voulait rapidement réagir. J'ai pris les notes là. Nous sommes encore sur l'état des lieux. Qu'est-ce qui fait problème lorsqu'on voit toutes ces installations et qu'on écoute le développement qui est fait par Descartes tout à l'heure? On a l'impression qu'il y a quand même un problème quelque part. Le président a évoqué la privatisation. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. On dira un mot. Peut-être que c'est à partir de ce moment-là que les problèmes ont commencé. Il parle d'un matériel vieillissant. On est quand même en 2025 et qu'on utilise encore les poteaux en bois, alors qu'on sait depuis des années que ce n'est pas la bonne option. Je ne suis pas sûr que le problème soit celui de la privatisation que le président a évoqué tout à l'heure. Parce que j'ai le sentiment que si la politique de privatisation avait produit ses résultats tels que escomptés, on n'en serait pas en train de l'évoquer. Vous êtes en train de dire qu'elle n'a pas produit, donc c'est un échec. Mais écoutez, on ne peut pas parler en se désolidarisant de la situation que nous vivons quand même. Tout à fait. Donc la situation est telle que quand il n'y a pas d'énergie, on ne peut pas parler de digitalisation des enseignements. Quand il n'y a pas d'énergie, on ne peut pas parler de digitalisation des CTD. Quand il n'y a pas d'énergie, l'énergie est la source. On ne peut surtout pas parler d'industrialisation. On ne peut même pas parler d'industrialisation. Tout à l'heure, j'entendais le président Eric, mais je croyais être d'accord avec lui. Ah, finalement, vous ne l'êtes pas. Je le serai. Je pense que le président aussi pourra m'accorder un peu de temps. Alors, le président, vous l'écoutez attentivement. Parce que s'il y a une réaction à faire, il disait que l'option de pouvoir public n'était pas celui de la macro-hydroélectricité. Mais je dis, la macro-hydroélectricité devrait accompagner la micro-hydroélectricité, c'est d'autant plus que nous avons toutes ces potentialités. Je crois que le Cameroun devait donc devenir en ce temps un cas d'étude, c'est-à-dire qu'un cas d'école, au moment où la politique de macro-électricité et de micro-électricité devrait donc produire ses résultats. Donc les deux pourraient aller ensemble. Voilà, les deux pourraient aller ensemble dans la mesure où
Nachtigal, Menvele et tout ce que nous pouvons évoquer là sont des Comment on fait sources pour faire marcher deux choses ensemble alors que la première ne marche pas? Mais à la vérité, les associer comment? à la vérité, ce que nous avons une vision commune. Nous savons ce qu'il faut faire. Nous avons de l'expertise. Tout à l'heure, vous disiez que le Cameroun n'est pas ce pays-là. Il faut aller chercher l'expertise ailleurs. Il y en a localement. Localement, il y en a des expertises. Je pense que s'il y a un peu de volonté, les deux choses peuvent marcher de manière commune et puis produire les résultats que nous attendons. C'était ça votre point de vue? Macro, Non, moi je pense que... Au même moment que la micro-électricité... Moi, je ne suis pas d'accord avec monsieur le maire pour une raison très simple. Oui. Les projets hydroélectriques, la macro-hydroélectricité coûte hyper cher. En termes d'investissement, en termes de taux d'endettement. La seule personne que ça arrange, ce sont les investisseurs. Parce que la Banque mondiale, figurez-vous, ou le FMI, tous ceux qui financent tous ces gros projets, exigent un certain montant, souvent trop élevé, pour que le projet soit bancable. Et ça, la macro-hydro est choisie uniquement parce que ça arrange ces bailleurs de fonds. Et eux, ils aiment bien faire des gros emprunts sur beaucoup de décennies de remboursement pour se faire le maximum de taux d'intérêt. En réalité, ça ne correspond en rien aux besoins des Camerounais. Même avec la micro-hydroélectricité, on ira toujours voir les investisseurs. On n'a pas besoin, justement. On a l'argent pour le faire. On a l'argent pour le faire. Mais bien sûr, le mini-barrage, voyez-vous, une turbine, Pelton par exemple, pour faire un mini-barrage, ça ne coûte pas grand-chose. On peut faire... Grand-chose n'est pas un chiffre. Non, c'est-à-dire que 10 millions... Non, je vais chiffrer. Oui. Avec un mini hydroélectricité, on peut produire 10 mégawatts à peu près avec 1 million le mégawatt en termes de production. Mais prenez 10 mégawatts, vous regardez le nombre de ménages que 10 mégawatts, si on prend en divisant, ça fait 10 mégawattheures, si je prends en termes de production, de consommation, énergie prête à être consommée, vous divisez par 3 kWh. 3 kWh, c'est la puissance crête d'une installation pour un ménage de 5 personnes. C'est de 7, disons, un père, une mère et 5 enfants, ça fait 7. On met 3 kW crête en termes de solaire, c'est suffisant pour que le ménage puisse vivre. Quand vous prenez 10 mégawatts qu'on investit en mini-hydro, sur 3 kWh, sur 3 kW crête, qui est la puissance d'un ménage, vous voyez le nombre de foyers qu'on pourrait électrifier. Et quand vous regardez le coût d'investissement, oui, c'est ça, par rapport le coût d'investissement, il est moindre. Il est moindre, bien sûr. Je viens de faire une étude, mais quand vous voyez, s'il vous plaît, Jean-Jacques. Oui, Jean-Jacques, président. Je sais que le conseil technique va réagir. D'abord le conseil technique. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment bien réagir. Vous savez, mais attendez, il y a ce qu'on appelle. Il ajoute le dernier élément. Alors oui, donc la macro-hydroélectricité est justement ce qu'il ne faut pas faire. Et je vois que les gros barrages se multiplient. Alors, les petits barrages, même la pico-hydroélectricité, on peut la développer avec des cours d'eau encore beaucoup plus petits. On peut multiplier ça parce que le Cameroun est un pays suffisamment arrosé. Alors, ce choix, il n'est pas fait, c'est assez surprenant. C'est le moins coûteux, c'est le plus efficace, avec un taux de disponibilité incontestable, c'est-à-dire qu'on est sûr d'avoir l'électricité, parce qu'il est proche dans les régions. Donc, en termes même des lignes de transport, parfois on n'en a pas besoin, parfois les distances sont très courtes. Donc, c'est gagnant. Alors que les gros barrages, rien que les lignes de transport sont très coûteuses, elles sont vétustes. Avec beaucoup de risques. Avec beaucoup de risques, on ne devrait pas faire ce choix, mais malheureusement... D'accord, sur le conseil technique. Merci beaucoup. Je voudrais réagir d'abord par rapport à sa préoccupation relative à la production d'électricité pour dire qu'en électricité, et particulièrement en hydroélectricité, on parle d'études de faisabilité dans chaque projet. Si vous balancez un chiffre... Même le salon de coiffure. Même si vous lancez un salon de coiffure, on a besoin. Que soit le chiffre. On a besoin d'une étude de faisabilité qui démontre que ce que vous affirmez vient bel et bien de quelque chose. Mais quand vous avez fait des choses... Oui, vous avez raison, mais quand vous avez fait des projets sur le terrain, moi j'ai réalisé des projets en matière de solaire, j'ai fait des centrales solaires, monsieur, je vous le dis. Donc je connais les chiffres en termes de solaire, de production, en termes de besoins par rapport à une population donnée. Tout à fait, je n'en disconviens pas, je continue. Et quand vous avez fait des projets sur le terrain, vous pouvez vous donner des chiffres, parce que c'est des chiffres qui existent. Voilà. Je continue en disant que je pousse plutôt l'idée qui a été donnée par les deux.
c'est-à-dire mixer, c'est-à-dire une certaine variation. Il ne faut pas se focaliser sur une... Oui, permettez-moi, je comprends pourquoi ça vous fait... Mais il faut permettre que je dise cette vérité. Ouais, il faut la valider, tout à fait. C'est pas la vérité. Rejeter la macro-hydroélectricité, comme il a dit, parce qu'il est dans ses propos, il a dit deux gros mots, il a quand même dit deux gros mots. Non, je n'ai pas dit de rejeter. L'hydroélectricité, c'est la base du système énergétique. La macro... C'est comme le nucléaire, donc c'est la base. La macro-électricité, oui, c'est la base. Vous avez la macro, hydroélectricité. Oui, la macro-hydroélectricité, c'est la base du système énergétique. Non, c'est parce que vous avez le mix énergétique. Non, attendez, on est sur un point. Le mix énergétique reste la solution parce que les pertes liées au transport, les pertes liées au transport sont compensées effectivement par d'autres sources d'énergie. Dans les énergies, on ne peut pas opposer les énergies. On en arrive aux solutions. On ne peut pas opposer les énergies. J'ai vu une partie solution qui est en train d'arriver. On ne pose pas les énergies parce que la macro-hydroélectricité a sa place, mais elle est insuffisante. Et si on multiplie le gros barrage, ça ne résolvera jamais la question du délestage, justement parce qu'il faut faire un mixte pour compenser ces pertes liées au transport par ces centrales solaires, ces centrales alternatives qu'on va réinjecter dans le réseau pour compenser ces pertes. Permettez-moi de continuer donc, monsieur Babasolo. J'étais donc en train de dire qu'au sujet de la production d'électricité, en macro-hydroélectricité, si nous avons même les infrastructures aujourd'hui, EDEA, son loulou, sont pour le grand réseau sud tel que nous avons parlé, la base aujourd'hui. C'est sur la base des DEA et de son loulou que nous avons les réseaux électriques. Parce que si on construisait les petits barrages partout, oui, c'est bien de le dire, mais le coût, faites vraiment... quand vous avez construit... En matière de projet d'électricité, le pôle le plus coûteux, c'est lequel? Entre la production, c'est quoi? Quand on fait un projet de macro-hydro, c'est le transport, je vous le dis. Ouais, vous l'avez dit, de transport. C'est pourquoi j'étais en train de poursuivre ma réflexion en disant que, vous voyez, c'est un processus qui évolue. La Sonatrel, avant, elle n'existait pas, il n'y avait pas la Sonatrel. C'est tout récemment que la Sonatrel a été mise en place. Même l'AER, je vous ai dit au début que l'AER, comme vous avez dit, existe depuis, mais le texte de l'AER a été retouché en 2022. Oui, il y a eu une réorganisation. Tenant compte de la décentralisation du développement local et autres. C'est pour dire qu'en termes de production d'électricité, les options techniques, moi je souhaiterais que on ne dise pas que tel a mal fait ou bien tel ne fait pas bien son travail. On est obligé de le dire. Au niveau si on n'est pas satisfait. Voilà. Si les ménages ne sont pas satisfaits, si l'industrie n'est pas satisfaite, il faut bien qu'on sache pourquoi. Je suis d'accord avec vous. Il faudrait donc qu'on passe aux solutions. C'est pourquoi on a dit que le mix énergétique doit être vraiment renforcé. Je crois qu'il faudrait que nous tous soyons d'accord là-dessus. Sur le mix pourquoi est-ce que nous faisons même pourquoi nous faisons les centrales solaires aujourd'hui? C'est parce que effectivement, en attendant que le réseau arrive, les populations ne vont pas rester sans électricité. Mais on aurait pu faire le solaire. Mais il y a un problème de fond. Il y a un problème de fond. Mix énergétique, d'accord. Mais lorsque vous avez les barrages qui sont en sous-production, parce que ne livrant pas les capacités annoncées, le mix énergétique va changer. Vous n'avez pas suivi ce qu'il a dit. En fait, il a dit que actuellement, là, les barrages qui existent actuellement ne parviennent pas à satisfaire la demande. Mais n'ont jamais satisfait. Non, même en saison de pluie, même en saison de pluie, il y a des barrages qui sont morts. Jean-Jacques, les morts, mais qui nous veulent là, il faut... C'est toujours comme ça, on construit les barrages. Vous savez, Jean-Jacques, on produit d'abord l'électricité. L'électricité est en processus. On produit l'électricité. Et après avoir produit, on connecte cette électricité à un réseau, parce qu'il y a des points de connexion. On connecte et puis on construit maintenant l'ouvrage de transport d'électricité pour arriver au niveau Monsieur le conseiller technique, vous êtes chargé des raccordements. Oui, tout à fait. Quand vous raccordez nos villages, il n'y a pas le courant. Le problème, c'est donc où? Quand nous raccordons, voilà, et là je rejoins, voilà, c'est là où je rejoins ce qu'il a dit, parce que là, parler de disponibilité d'énergie, d'accord, ça renvoie à ce qu'on appelle la qualité de service d'électricité. C'est ce qu'il faut reconnaître. Et si vous notez cette qualité de service, bien sûr, c'est que la note que vous donnez. Tout à fait. La note que vous donnez sur la qualité. La qualité de service dépend maintenant de l'exploitant de l'ouvrage. C'est-à-dire, comme on faisait. C'est une proposition de note, je lui propose une proposition. Monsieur le conseiller technique a botté en touche. Il dit qu'il connecte.
La qualité des services, ça ne Ça ne dépend pas d'eux. C'est clair. Là, en fait, tout le monde veut renvoyer ça sur Eneo. Non, je ne Parce qu'on sait que c'est Eneo qui distribue. Mais à la vérité, Non, je ne l'ai pas fait, moi. et vous avez posé la question, le conseil technique n'a pas répondu clairement. Oui, allez-y. Les barrages tels qu'ils sont, Oui. on nous dit making hydroélectrique, c'est 33 MW. Au finish, ça ne nous donne même pas 5 MW. C'est déjà un problème. On nous annonce Memvelé, on dit 211 MW. Au finish, on n'a même pas 100. C'est ça que c'est. Quand c'est. On nous annonce. Ça, c'est mentir, hein, totalement. Mais vous ne lisez pas les chiffres. Comment vous Il faut qu'on dise la vérité. La vérité, c'est quoi? Les 33 MW que vous avancez sur Mekin, non, pas Mekin, j'ai dit. Non, c'est pas la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, La vérité, c'est quoi? La vérité, Mekin est prévu combien de Qu'est-ce qu'on mégawatts est censé produire à Mekin et qu'est-ce qu'on a finalement comme production? Voilà. Parce que si vous dites que la qualité de service est bonne, on voudrais- comprendrait donc pourquoi vous raccordez les câbles, il n'y a pas de courant. Bien, je ne voudrais pas d'abord me prononcer sur Hydro, parce qu'Hydro-Mekin, ils savent exactement quelle est la quantité. Monsieur le conseil technique, j'ai les chiffres. Oui, bon, vous avez les chiffres. J'ai travaillé dans le domaine. Ce n'est néanmoins pas 33 MW. Les 30 C'est ce MW qui a dont vous annoncé. êtes en train Ils de ont parler. annoncé 33 MW C'est pour peut-être. le barrage hydroélectrique de Mekin. Allez, rapprochez- Actuellement, il n'envoie pas 5 MW. Je vous donne les chiffres. Rapprochez-vous bien. Et d'ailleurs, on vous dit que quand on met en exploitation, Oui. ça inonde toute les plantations de ce côté. Oui, Voilà, ça tout à fait. C'est pourquoi je vous ai dit ceci. Les problèmes de production, les unités de production, les entités. On ne vous accuse pas, monsieur Voilà, Larrey. tout à On connaît fait. quelle est votre position. Oui, tout à fait. Vous voulez défendre l'État d'une manière globale. Non, Moi, il j'aime s'agit bien. pas de défendre- Bon, il là, s'agit pas de attends, défendre- fallait quand même quelqu'un du Comme don de l'énergie. pour que je sache qu'il fallait quand même quelqu'un de la SONAT. Non, non, mais quand vous parlez il y a pas là, besoin. je suis quand même du secteur de On sent qu'il y a un problème, non? C'est la il faut- solidarité des corps. Permettez qu'on restitue. Solidarité de corps. Permettez qu'on restitue ce qu'il a dit parce que c'est très grave de balancer. Oui, on va y parce aller. qu'on veut. Oui, oui. Allez-y. Parce que là, c'est en train d'informer Les l'opinion. pertes. Quand on dit que les barrages ne couvrent pas la demande, ce n'est pas parce qu'ils ne fonctionnent pas. C'est parce que tout ce qu'ils produisent actuellement est dans les 2000. Je peux donner les chiffres qui sont produits. sûr. C'est-à-dire la capacité globale au Cameroun est de de 2000. Non, Avec une demande qui se situe alors à que- 3000 environ mégawatts. Exactement. Donc un déficit. Le encore, deal ne veut pas dire que les barrages ne fonctionnent pas. Exact. Ça veut dire que les barrages produisent. Et ils sont sous production. Et maintenant, la production des barrages n'est pas suffisante. C'est pour ça que tout le monde On a dit fait la même chose finalement. Mais Non, je non, comprends il dit pas. ceci. Non, non, non. C'est différent de Lorsqu'on dire que les utilise- barrages ne non, fonctionnent pas. lorsqu'on utilise Dire qu'un barrage ne fonctionne pas, ça veut dire l'argent qu'il du devrait contribuable. produire et il ne produit pas. Non, il a dit que Vous mettez le mot comment? c'est 5. Donc il y a Donc, le Non, c'est pas ça. Ça veut dire pas. le rendement C'est pas la même chose. n'est pas égal à 12 Je crois mégawatts. pas. 12. Oui. Non, On n'a pas on 12. n'a pas- Écoutez, on n'a lui il dit 12. Lui il dit que sur 33, il n'y a pas 12. Ok. Lui il est là, il ment aussi. Il a dit que c'est seulement pour Alors, on fait rapidement. Donc lui ne connaît rien. Non, il sait, mais il n'a pas. C'est les ingénieurs, vous dites Les chiffres sont là. On peut faire rapidement la recherche. On parle de quoi? Mekin, situé dans la région du sud du Cameroun, devait renforcer le réseau électrique interconnecté sud grâce à une capacité attendue de 15 MW. Voilà. De 15 MW. 15 mégawatts. Capacité Il a attendue. parlé de 33. On n'est pas, c'est 33 dans les documents. Il a tapé. Non, mais voilà. Monsieur, il y a ici tous les chiffres de production de tous les barrages. je pose une Parce que ça donne les 2000. Je peux donner ces chiffres. Memvelé envoie combien? Memvelé est prévu combien? Ça donne 211 mégawatts. 211. Non. 211. Ils sont balancés. Il faut le réseau. Il faut Dans le réseau, c'est maintenant autre chose. Pour le moment, là, Angelo, Il faut que la source de vos. Eric, d'accord, on n'est pas sûr que ce qu'on lit est toujours la bonne source. Voici la source. Moi, L'agent je ne suis pas sur d'électrification Internet là, monsieur. rurale. L'agent d'électrification rurale. Parlons justement de Mekin. Voilà, capacité attendue, capacité injectée finalement. Est-ce qu'on a ces données-là? Je vous ai dit tantôt qu'il y a une entité qui s'occupe de Mekin qui s'appelle Hydro-Mekin. Nous sommes agence d'électrification rurale. Néanmoins, selon les informations que nous avons ensemble avec nous, en fait nous tous, les informations que nous avons, à Mekin,
vous parlez de 15 MW, généralement c'est 12 MW. Voilà. Et sur les 12 MW, il est question aujourd'hui, et là où nous tous nous sommes d'accord, il est question qu'on transporte cette électricité du barrage vers l'arrière-pays. C'est ça le débat. Bien fait. Bon, il est même question. Je vous ai dit que actuellement là, la Sonatrel vient d'être. Voilà, il est donc question que le transport et la distribution suivent. Même chose avec Mvele. Même chose avec Mvele. D'accord. Voilà, le transport, ça ne suit pas encore. Ça a déjà commencé. Vous dites que la Sonatrel est déjà là. Voilà, la Sonatrel est là. Rapprochez-vous de la Sonatrel. Bien entendu. D'accord. Alors, les chiffres que vous voulez donner viennent de la Sonatrel. oui, vous aurez les chiffres, vous aurez le temps de parler. Et nous, AER, on attend effectivement qu'à un certain moment, on prenne le relais pour le milieu rural. Je crois que vous êtes en train de tout dire. Vous êtes en train de tout dire, finalement. Vous êtes en train d'acheter une voiture avec la route pour rouler. C'est ça qu'il s'agit. Vous êtes prêt à fonctionner à AER, vous n'avez pas de problème. Le problème, c'est que vous ne recevez pas. Non, là où on peut passer, il y a des endroits où c'est déjà faisable. Non, pas ça. Il y a des endroits où c'est déjà faisable. Là où il y a le réseau, on raccorde les localités au réseau. Je suis d'accord avec vous, Jean-Jacques. Là où il y a déjà le réseau, on raccorde les localités au réseau. Mais là où il n'y en a pas encore, on est obligé de dire qu'on attend. C'est la vérité. On attend que le réseau, comme on l'a dit, effectivement, il a bien dit qu'à partir de Mekin, il faut que le réseau de transport puisse partir de Ndjomi et Kombo, où il y a le transformateur actuellement, pour arriver vers l'arrière-pays. D'accord. Côté Mvele, même chose. Il faudrait que le transformateur qui est pour le moment à Diop, à Ebolova, et l'autre transformateur qui est pour le moment en Kolonkumu, ici à Yaoundé, il faut des lignes de transport pour aller jusqu'à l'arrière-pays. Mais vous avez tout dit. La réalité, c'est que c'est un gouffre financier. Vous avez tout dit. Donc ça existe, mais ce n'est pas lancer les projets non seulement. Ils ne produisent pas. Ils ont besoin de parler le rendement n'est pas égal à 1. Transporter. Donc c'est de l'argent. Sinon vous construisez la ligne. Bonsoir. Cher panel, il faut comprendre que beaucoup de localités ont des installations, mais sans électricité. C'est là à l'un, à Sonkwe, par Biwongbulu, dans la ville. On vous salue là-bas. Merci d'être avec nous. Je reviens sur le problème de l'élestage. Ils se produisent aussi en saison sèche qu'en saison de pluie, avec des arbres qui tombent sur les installations, sur les corridors et consorts. Beaucoup de problèmes. Éviter une urbanisation qui ne sert pas la campagne. Convient toutefois de souligner que le développement de la ville ne doit pas se faire au détriment de la campagne. Le message est coupé. Bonsoir, JZ. Que le conseiller technique nous situe la direction générale de AER à Yaoundé, Ampo de Ngélémendouka. Je vous ai dit ça se coupe tous les jours. Là-bas, je crois que le courant arrive, en tout cas on met en activité à 8 heures, on interrompt à 16 heures par là. On remet en marche à 18h, on interrompt encore, mais 18h par là. Oui, donc quand Ngélémendouka, c'est votre direction. Peut-être pas. Vous dites que c'est à Bastos. La nouvelle route Bastos. C'est à l'époque, rue du Rotary. C'est rue du Rotary Club. Bastos. Voilà. Rue Rotary. De toute façon, vous écrivez à monsieur le directeur général de l'agence de l'électrification rurale en cas de problème. Voilà. Bonsoir au plateau, attendez. Même si elle est là depuis 98. C'est un autre. Mais écoutez, la loi qui c'est pas de toute façon, c'est ça à répondre à cette question-là. Je vais répondre d'abord. Non, c'est pas quand même 98. La loi qui régit le secteur. C'est la loi. Celui qui arrive maintenant, il est resté depuis longtemps. La mise en place de l'AER, effectivement, c'est en fait, nos patrons ont été... Vous allez vous compliquer les choses. C'est pas vous qui nous Tout à fait, c'est pas moi. Bonsoir le plateau. Vous avez un sujet important sur la table. Maintenant, nous avons certains facteurs qui ne favorisent pas la satisfaction énergétique au Cameroun. Par exemple, les faux chiffres envers les mégawatts produits dans nos différentes centrales. On nous a fait comprendre que Mvele avait une capacité de 211 MW, une capacité jamais produite par ce barrage. Et pire encore, les centrales thermiques de Bolova et d'Ambam ont été démantelées, laissant place aux centrales hydroélectriques de Mvele qui, en elles, ne parviennent pas à satisfaire les localités comme autant des centrales thermiques. Et rappelons qu'à l'heure actuelle, Mvele ne parvient pas à produire 50 MW. Faisal, Depuis et Bolova. Donc sur les 211 annoncés. Moi j'ai dit 80, on dit 50. Du 50. Monsieur ici me dit que la puissance
puissance installée. C'est les chiffres politiques, ça devient technique. Mais c'est la puissance installée, c'est la puissance installée qui c'est la puissance produite qui est importante. Et même la puissance produite, c'est la puissance consommée. C'est-à-dire, vous devez aller vérifier les résultats sur le consommateur. C'est pour ça que nous disons que c'est progressif. Actuellement, là, on produit, on est en train de transporter, on doit distribuer. C'est progressif. Moi, je ne comprends pas le Cameroun. Là, on m'a appris à l'école que nous sommes classés deuxième puissance énergétique d'Afrique après la RDC, mais nos villes sont les moins éclairées. S'il vous plaît, à qui la faute? C'est le téléspectateur qui pose la question. S'il vous plaît, arrêtez d'inviter le RDPC sur les plateaux. S'il vous plaît, je vous en prie. Ils veulent toujours nous mentir comme ils le font depuis 42 ans. Nous sommes déjà très très fatigués. Si nous sommes calmes, c'est juste parce que nous aimons ce pays. Allez, c'est bien. Continuons à l'aimer. Aimons le pays. Donc, qu'ils arrêtent de croire qu'ils sont intelligents. Hans, depuis un cotin. Vous savez, un cotin, ce type en colère. On aime le pays, c'est Il en colère. Bonsoir le panel, monsieur. C'est justement avec les concepts vides qu'on abrutit la population. Monsieur Akono devrait savoir qu'on ne manque pas en costume. Non, monsieur Akono. Ouais, est-ce qu'on dit qu'un grand man alors? Il n'a pas menti. Surtout qu'il a le costume. Pourquoi il dit ça? Lorsqu'on paye les impôts et les taxes, c'est pour en retour bénéficier du minimum d'électricité. Et un droit est un droit. Voilà. Gouverner, c'est prévoir comment les autres font. En 43 ans, on doit toujours faire des politiques de rationnement. Ça dit qu'on donne un peu ici à Garigombo, puis le lendemain on donne à Doumé. Les investissements, c'est pour résoudre les problèmes à long terme, pas à moitié. Aristide depuis SOA qui envoie sa contribution. Je crois que Descartes insistait sur les chiffres. Là, le problème est réglé. On nous dit à Ebolova que c'est 50 MW finalement de production au lieu de 211. Et les téléspectateurs veulent la vérité des chiffres, qu'on ne les gonfle pas. Ouais. Les chiffres ne sont pas gonflés. C'est pas gonflé. Aucun chiffre n'est gonflé. C'est que l'information qui vient de la nationalité est la suivante. Les pertes, c'est-à-dire dans le transport et autres, sont de 10%. 10%. C'est ça. Ça, c'est les pertes, sont de 10%. Maintenant, les barrages qui ne sont pas sur le fleuve Sanaga perdent parce qu'ils ne bénéficient pas d'un barrage de retenue d'eau, perdent leur production. Ça peut chuter à un taux qui n'est plus dans les pertes de transport, mais qui est dû au coût qui a baissé. Ça doit être résolu parce que les populations n'ont pas à savoir, mais il faut quand même le leur dire. Ça doit être résolu avec des barrages de retenue d'eau de ce côté-là aussi. Donc il faut bien comprendre, si ce qui est produit, je veux le dire encore ici, si ce qui est produit ne satisfait pas, ce n'est pas parce que les barrages ne fonctionnent pas ou alors ils sont en sous-fonctionnement, non. C'est parce que tout ce que les barrages produisent n'atteint pas encore la demande. Et on attend alors qui? Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Les solutions. Vous croyez qu'on fait des débats comme ça? Pourquoi? Les propositions que les uns et les autres vont faire participent aux solutions. Moi, je suis d'accord avec le mixage. Et vous allez voir que même les politiques du président de la République, même les politiques mises en place sont d'accord avec ce mixage. Vous croyez qu'à quoi c'est la décentralisation? Vous croyez à quoi c'est les conseils territoriaux décentralisés? Quand on parle des conseils régionaux, on vous parle des communes. C'est à ça que c'est pour ça. Quand on leur donne ces autonomies-là, parce que j'attendais le dire quand nous serons aux solutions. Voilà donc, vous allez voir que la solution de décentralisation des conseils territoriaux décentralisés coïncide avec ce que vous proposez. Parce que c'est maintenant les régions, c'est maintenant les communes qui peuvent elles-mêmes, parce qu'elles ont des capacités de le faire en fonction de leurs moyens. Dans cette décentralisation qui peine à se mettre en place, on va attendre. Non, c'est vous qui voyez que ça ne marche pas comme ça ne marche pas. Même le chef de l'État. Bon, vous dites que ça marche pas comme vous le souhaitez. Mais le chef de l'État fait le constat. Il demande tous les jours l'accélération. Le chef de l'État n'a pas dit qu'aucune région ne peut faire un barrage. Il ne l'a pas dit. Ah d'accord. Voilà, il ne l'a pas dit. D'accord. On a quand même un renfort venant des communicants du RDPC qui nous écrivent et nous donnent les détails. Le programme énergétique du renouveau est adossé sur, premier point, l'hydroélectricité et combustibles fossiles, 24,3%. Biomasse, 4,6%. Hydrocarbures, 18,3% et gaz, 5,9%. À ce jour, l'offre énergétique est de 2000 MW sur une demande de 2200 MW. Les villes sont électrifiées à 87,6%. Les zones rurales à 28,4%. C'est ça?
On a parlé de taux d'accès et de taux de couverture. Là, il vient de donner un taux. Ça, c'est le taux de nous avons dit. couverture. Ça, c'est le taux de couverture qui est donné. Ces chiffres sont liés à Alors, je lis très rapidement. Il y a un chiffre qui est intéressant qu'il faut vraiment... Oui, vous allez revenir sur. Je termine d'abord la présentation. Selon nos amis de la communication du RDPC, maintenant, la production connaît des problèmes liés à l'environnement. Les périodes d'étiage, c'est-à-dire que le Cameroun vient de découvrir qu'il y a les périodes d'étiage et tout ça là. Monsieur Akono, il faut quand même qu'on dise qu'on ne découvre pas ça aujourd'hui, non? Non, mais il y a une solution à ça. Il faut d'abord faire c'est pour ce faire, l'État recourt à des barrages de retenue qui optimisent la production des barrages hydroélectriques. Le cas de Lompanga. Sans ces barrages, les barrages hydroélectriques auront une production au rabais. Mais l'État encourage la construction des micro-barrages. Le cas de Mbakaou, qui produit 4 MW en période de crue et alimente Tibati. Mais l'État ne saurait faire cette erreur de miser sur les petits barrages hydroélectriques car il faudrait les coupler aux barrages de retenue d'eau et ça reviendrait plus cher. Mevele et Mekin, situés dans le Ntem, ainsi que Lac-d'eau situé dans la Benoué, n'ont pas encore une production optimale, mais avec la construction de Mevele, 2 barrages de retenue sur le Ntem rentabilisera mieux ces barrages. Construire un pays est un processus et pas de magie. Le Cameroun est dans la bonne voie et occupe à ce jour le 11e rang dans les pays les plus électrifiés d'Afrique. Voilà. On est 11e. Il faut quand même célébrer cela. Voilà, sur les chiffres. Est-ce qu'il y a un chiffre qui est problématique sur ce qui est proposé là? Par exemple. Tout est problématique. Je pense que les chiffres que nous voyons ou qu'on voit dans les rapports sont des chiffres qui mentent aux populations. Il y a un seul chiffre que le gouvernement ou les entreprises responsables de l'énergie ne communiquent pas. Et les citoyens doivent le savoir. C'est ce qu'on appelle, je l'ai répété au début, le taux de disponibilité. Il faut communiquer sur ces chiffres. Dans les rapports qui viennent, que ce soit de l'AER, du MINE ou d'ENEO, et il faut clairement qu'on puisse montrer aux Camerounais le taux de disponibilité. Et pour calculer ce taux de disponibilité, il faut impliquer le consommateur. Parce que c'est lui qui connaît quand il a la lumière, quand il n'en a pas. Ça montre qu'on a un chiffre qui met tout le monde d'accord. Parce qu'on le construit. Pour en faire quoi? Pour en faire un mix énergétique. Oui, pour en faire un mix énergétique. Non, attends. Mais pour réussir, parce que depuis 1960, de l'indépendance, le Cameroun n'a pas un accès à l'énergie suffisant. C'est critique. Sur ce débat, rien que le fait que j'ai vu le titre du débat, c'est déjà un problème. Qu'est-ce qu'on fait alors? Non, on doit d'abord poser... Vous avez toujours dit que qu'est-ce qu'on fait après. Parce qu'on parle dans tous les sujets depuis le début. Non, vous n'allez pas m'interrompre. Laissez-moi dire. Même quand ça fait mal, il faut écouter. Même quand ça fait mal, c'est même quand ça fait mal qu'il faut bien écouter. Et je dis alors, donc, ce qui est intéressant alors, c'est qu'il faudrait qu'on communique au Camerounais le taux de disponibilité, qu'il le réclame même dans les rapports étatiques. J'aimerais bien prendre le dernier rapport de l'AER et de voir le taux de disponibilité. Il connecte au réseau. Quand il connecte au réseau, dans son rapport, est-ce que les populations sont contentes? Est-ce que la lumière arrive? Vous voyez que tout est lié. Si l'énergie arrive chez le citoyen, l'AER, son travail est valorisé. La Sonatrel, son travail est valorisé. Eneo de la distribution, c'est valorisé. Donc, il y a un seul arbitre, qui est le bénéficiaire, qui est le citoyen. Mais quand on nous communique des taux, et il n'y a pas le taux de disponibilité, avez-vous entendu, avez-vous pris l'avis de celui qui consomme? La réponse est non. Parce que si vous avez pris son avis, vous ne pouvez pas faire le taux de disponibilité sans l'inclure. Et là, quand vous rentrez à la maison chez vous, vous appelez d'abord, est-ce qu'il y a le courant là-bas? Voilà, on te dit non. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de gens dans les bars. Parce que lorsqu'il n'y a pas la lumière à la maison, eh bien on va au bar. Moi, je connais beaucoup de gens qui s'arrêtent en route parce qu'il n'y a pas la lumière. Et c'est quand la lumière revient qu'ils rentrent. Bon, c'est étonne que les Camerounais vont boire. Ben oui, donc la lumière aussi repart aussi ça. Donc il y a une responsabilité aussi quand il n'y a pas de lumière. Parce que quand on rentre, on ne sait pas ce qu'on va faire. Les couples. Voilà, donc Jean-Jacques, je lui disais tantôt que je suis d'accord avec lui. Et je n'ai pas fini. Et aux solutions. La question du mix énergétique, non, attendez, monsieur, souffrez d'écouter. C'est pas quand ça fait mal qu'il faut déranger. Donc la question du mix énergétique est importante. Nous avons 10 régions au Cameroun, avec un potentiel renouvelable totalement différent. Yaoundé, c'est la ville à 7 collines. Alors je me pose toujours une question. C'est cette colline, on peut développer l'éolien. Pourquoi ne pas, dans tous ces projets... L'éolien, c'est avec le vent. Oui, c'est le vent. Il faut l'expliquer. Pourquoi dans cette colline de Yaoundé, on ne met pas les éoliennes là-bas pour produire le vent et alimenter Yaoundé? On n'aura pas besoin de réseau électrique de Songlou pour amener l'électricité à Yaoundé. Non, ça, on ne le fait pas. Allons-y au sud du Cameroun, dans le sud. Nous avons à Kribi, par exemple. Nous avons la mer. On peut développer
l'éolien offshore, c'est-à-dire dans la mer. Et ces projets d'éolien offshore que je viens de citer vont garantir une disponibilité permanente pendant les moments où il y a le vent dans la mer, à tout moment, le jour comme la nuit. Pourquoi ne pas développer l'éolien offshore à Kribi pour pouvoir électrifier Kribi? Je ne sais pas. On part à l'est, c'est un gisement considérable de biomasse. L'est du Cameroun, la région la plus riche, mais qui n'y a pas d'électricité. C'est monsieur le maire là-bas. Oui, je connais bien, tu connais l'est. Monsieur le maire. L'est, je connais l'est. Quand tu arrives à l'est, tu regardes la richesse de l'est, tu as pitié des gens de l'est. Tu te dis, mais attends, il y a l'or, il y a tout. Pourquoi ne pas développer des centrales biomasse à l'est pour rendre l'est autonome? On n'aura pas besoin des lignes de transport de Sonloulou pour amener l'énergie à l'est. Et l'est, il y a la biomasse à gogo. Mais l'est, on ne le fait pas. Est-ce que c'est les expériences qui marchent ailleurs? Mais bien Dans sûr, les pays de même bien niveau de sûr. développement que Je prends le cas, comme le Cameroun. Oui. Ne réinventons pas. Allons-y. Quand tu regardes, je prends le cas du Maroc. Je ne cite que les pays d'Afrique. Le Maroc a basé son électricité sur la mini-hydroélectricité, essentiellement. Et le solaire. Le Maroc a le phosphate. Le Maroc n'a pas de pétrole comme l'Algérie. Il n'a pas de gaz. Donc le Maroc, c'est un pays qui n'a pas de gaz, dont son énergie est essentiellement basée sur la mini-hydroélectricité et le solaire. Exactement la même géographie dont le Cameroun regorge. Aujourd'hui, le Cameroun, qui est l'Afrique en miniature, qui est l'un des rares pays au monde à pouvoir développer tout le potentiel renouvelable. Le soleil ne manque pas. Le soleil ne manque pas. Le vent ne manque pas. La géothermie ne manque pas. C'est-à-dire que les nappes phréatiques, quand vous allez au Mont Cameroun, on peut faire les sources de la géothermie, on ne le fait pas. La biomasse, on peut le faire. À l'ouest, il y a beaucoup d'élevage. Le biogaz, on peut développer. On ne fait pas tout ça. Alors quand je regarde souvent, nous, au parti écologique, on se pose la question, mais comme quelqu'un vient de le dire, est-ce que les gens qui nous dirigent sont sérieux? Parce que quand vous voyez tout ça, vous vous posez cette question. Et on se rend compte que non. On voit les projets qui sortent. Qu'est-ce qui motive de multiplier des gros barrages alors qu'on vient, nous verrons tous ici, de dire avec un langage totalement différent, mais à la même conclusion, ils ne produisent pas ce qu'on attend. Mais c'est de l'argent public. D'accord. Non, mais François avait dit ça. François avait dit. Vous avez dit dans d'autres mots. Vous avez dit. Oui, vous avez dit. Vous avez m'expliqué pourquoi ça ne donne pas la puissance qu'on attend. Vous avez expliqué pourquoi. Alors, bonsoir le panel. Vous posez un problème hyper sérieux pour les Camerounais. Je pense que chaque arrondissement a un CETIC. Les collèges d'enseignement technique, industriel et commercial, que l'État donne les moyens aux communes et chaque commune s'arrange à satisfaire les populations et supprimer toutes ces sociétés qui existent mais n'existent pas. Oh là là, ça existe mais n'existe pas. On comprend ce que le téléspectateur est en train de dire. Peut-être qu'on devrait vous donner un peu plus de moyens, monsieur le maire, pour développer vos propres petites structures. Non mais écoutez, on ne donne pas les moyens, on ne donne pas le moyen au maire en tant qu'individu. On donne, aux mairies, alors, on donne les moyens aux mairies. Voilà. Si on vous donne l'argent, c'est mauvais. Est-ce que c'est mauvais? Prenez d'abord. Alors, ça risque de créer une petite confusion. C'est à laquelle on assiste souvent. Donc, on va donner l'argent aux mairies. Et ça, c'est un plaidoyer. Malheureusement. Non, allez-y au fond avec le plaidoyer. Mais bien entendu, c'est un plaidoyer. N'ayez pas peur de demander. Quand je dis malheureusement, c'est parce que le constat que nous faisons, il est plutôt clair et ce constat nous présente un cas de figure un peu déplorable. Qu'est-ce qui vous amuse? Vous pensez que le maire a des difficultés à s'exprimer? Non, écoutez, le maire... La peur de heurter quelqu'un? Le maire, s'il a des difficultés à s'exprimer, ça voudrait dire qu'il trahit sa population. Voilà. Parce que pour l'instant, nous portons quand même ces mandats. Et on je crois fait que c'est en confiance. vertu de ces mandats que nous irons les tendre la main. L'occasion que vous nous offrez ici, là, dépasse même le cadre des conseils municipaux. Voilà. Ça voudrait dire que pendant que nous exprimons ici, il y a plus d'un Camerounais qui nous écoute. Je ne suis même pas sûr qu'à Gari-Gombo, je suis écouté dans les 39 villages. Mais je suis quand même écouté dans la République pour porter la voix des populations. Et je crois que la préoccupation que je peux exprimer ici, ou bien que j'exprime, peut être le ressenti des 360 communes en termes de, donc, si on donne de soucis. Les moyens. S'il y a un peu de moyens, oui. Chaque commune va balayer devant sa cour. Et je pense qu'on va trouver les options. Les communes ne sont pas là peut-être pour interdire la tutelle de l'État ou alors pour interdire les différents contrôles. Moi, je fais même partie de ceux qui souhaitent qu'il y ait une multiplication des contrôles, que ce soit par semaine, par mois, par an, en fonction des moyens que l'État a envoyés, en fonction des moyens que l'État a transférés. Alors, si je lis une partie de ce message, oui. Vous allez continuer. Oui. Pour avoir le cœur net des Camerounais, il faut faire une évaluation ex ante de tous ces barrages. Le MINE, dont le ministère de l'Eau et l'Énergie, fait d'énormes efforts, puisque chaque commune a bénéficié d'une enveloppe de 50 millions
comme fonds transférés. La commune de Moutourwa, dont je suis conseiller, en a bénéficié par rapport aux besoins en eau et électricité des populations. Nous en demandons mieux dans les années futures. Boukassa de Moutourwa. Non, merci. Moi, je pense que monsieur le conseil de Moutourwa me permet de relancer la situation concernant le transfert des crédits. Voilà. Lorsque les communes maturent les crédits, les 360 communes peuvent maturer les crédits s'agissant peut-être de l'accès aux services sociaux de base sur le point d'électricité, le point que nous concentrons ici. Le MINE, dans son enveloppe budgétaire, doit disposer de tous ces moyens-là pour affecter. Je pense que tout à l'heure, vous avez parlé du rationnement. Je crois donc que c'est la politique de rationnement qui fait en sorte que la commune de Gari-Gombo, qui a aussi maturé les mêmes projets sur les mêmes besoins, n'est pas reçue, mais que Moutourwa est reçu. Par contre... Donc vous dites au populaire que les 50 millions là, vous n'avez pas reçu. Non. Mais écoutez, la commune... Le maire n'a pas eu 50 millions. Non, n'a pas eu, c'est que Moutourwa n'a pas eu. Voilà, parce qu'il dit que chaque commune... Non, il ne parle pas de chaque commune. Non, mais c'est ce qu'il a dit dans le message. Monsieur le conseiller, voilà. Nous vous parlons quand même avec les chiffres là. On ne peut pas se tenir sur un plateau aussi sérieux comme ça. Donc les 50 millions du MINE ne sont pas arrivés à Gari-Gombo. Les 50 millions du MINE ne sont pas arrivés à Gari-Gombo, sont arrivés à Moutourwa et comme Gari-Gombo. Et comme Gari-Gombo, il y a aussi d'autres communes qui n'ont pas reçu les mêmes 50 millions. D'accord. Je peux prendre cet exemple pour aller un peu plus loin. Parlant de la décentralisation, puisque nous disons que c'est ça la solution. Oui, c'est ça, on est dans la décentralisation. Alors, mais nous arrivons là. Ok, très bien. Parlons donc du transfert des ressources aux communes. Mais moi, je vais à ma 5e année. Si le président de la République n'a pas eu l'amabilité, de par sa main généreuse, de nous accorder 1 an de plus de mandat, je pense qu'on serait en train de préparer notre réélection. Que chaque année, nous sommes en train de maturer des projets pour envoyer, par exemple, à un ministère que j'aimerais peut-être citer ici, le ministère du Tourisme et de Loisirs, eu égard au potentiel touristique que la commune regorge. Zéro réponse. Zéro réponse. Ah, le ministère du Tourisme. Mais maintenant, vous allez trouver certaines communes comme s'ils avaient des abonnements à ce département ministériel-là. Donc, vous n'allez pas demander à un maire de maturer les projets et le maire de courir encore pour faire le suivi des projets comme si la maturation ne suffisait pas. Et chaque année, on vous demande de maturer. Comme si c'était une faveur. Un peu comme si on vous faisait une petite faveur. On ne fait pas la faveur si on veut décentraliser. Mais à la vérité... Monsieur le maire, vous ne parlez pas bien. Non, mais écoutez... Vous voulez qu'il dise encore quoi? Vous voulez qu'il essayez de trouver les solutions. Non, mais il faut y aller, c'est pas... Non, mais qu'est-ce que le maire dit? Mais peut-être que c'est un jeune maire. Il doit avoir... Il y a un chemin. Oui, il y a un chemin. Il ne faut pas aller loin. Non, mais il parle à ses thèmes. Non, nous parlons de ce qui est bien. Il parle à ses thèmes. Oui. Nous parlons de ce qui est bien. Nous ne parlons pas des canaux qu'il faut emprunter ça et là pour que peut-être alors sur le domaine de l'électricité, sur le domaine de l'électricité, vous avez maturé un projet déjà? Nous avons déjà maturé plus d'un projet. Mais je voudrais vous faire comprendre que cette année, si la commune a bénéficié du projet d'électrification par mêlée centrale solaire, c'est à cause d'un financement stable qui est celui du Mindevel. Ça veut dire que le financement du Mindevel est stable, il vient de 100 millions dans toutes les communes. Dans toutes les communes. C'est-à-dire que c'est l'enveloppe commune. Tu choisis non, ce que tu fais avec. Oui, absolument. Ça veut dire que tu fais donc l'option des populations. Et cette enveloppe-là nous avons permis de résoudre à la base les questions liées à l'électrification que les populations nous ont posées. Et ça permet donc que... Tous les 39 villages malheureusement, on ne peut pas résoudre les questions des 39 villages. L'enveloppe budgétaire nous permet de résoudre les questions des villages les plus peuplés. Même si les villages les plus peuplés vont nous poser les problèmes en termes d'accès aux autres villages voisins. Mais il faut faire avec ce que nous avons. En tendant la main pour dire que bon, si peut-être l'option de la distribution pouvait être cadrée ou bien recadrée afin que tous les montants des projets alloués aux communes soient définis à la base. Je crois qu'on n'allait pas maturer les projets dans l'eau. On saurait que si on mature un projet sur l'électricité, c'est parce que nous savons qu'il y aura un financement sur l'électricité. Si on mature un projet s'agissant par exemple de l'eau, c'est parce qu'il y aura un financement de l'eau. Mais vous demandez aux communes parfois d'aller emprunter. Nous allons presque jusqu'à emprunter et pour maturer. On mature, on vous dit que non, vous n'avez pas obtenu parce que vous n'avez pas... Mais j'ai même un aîné. Parce que vous n'avez pas... Mais vous n'avez pas obtenu parce qu'il faut maturer. J'ai un aîné là, je préfère faire son nom. Et quand il est arrivé aussi maire comme moi, il était suffisamment égayé, il était suffisamment motivé parce qu'il me disait qu'il sortait du Minepat. Et il a fonctionné au Minepat. Il m'a dit, mais écoute, monsieur le maire, jeune frère, moi je t'ai dit qu'il faut maturer et puis je vais te tenir la main, on va voir ce que ça va donner. Les couloirs. Mais moi je crois que jusqu'aujourd'hui, on s'est rendu compte. Les couloirs ont coulé. Il vaut mieux attendre même, faire avec ce qu'on vous octroie.
Alors, est-ce que vous avez la possibilité, en tant que maire, je sais que le conseiller technique va nous aider là-dessus, Oui. d'aller vous-même à la recherche d'un partenaire pour développer votre propre structure et la rentabiliser? Est-ce qu'on vous donne cette possibilité-là? Mais là, vous parlez de l'option de la coopération décentralisée, qui est une option, oui, dans le service des communes. Pourquoi? Parce que si on se rend compte que peut-être la décentralisation peut traîner en fonction des moyens, en fonction peut-être des volontés, en fonction des petits relents qu'on peut avoir ci et ça, mais l'option de la coopération décentralisée vous revient. Et c'est une marge de manœuvre malheureusement très faiblement exploitée par la plupart des communes. Je parle de celles de la région de l'Est, mais que nous nous sommes fait le devoir. Je pense que avec les jours à venir, je ne vais pas travailler un secret ici, alors que le projet n'est pas encore là, mais avec les jours à venir, vous allez vous rendre compte que le statut que nous occupions ailleurs, pendant qu'on était encore en fonction, avant de rentrer à la mairie, nous a permis d'exploiter un certain nombre de canaux, de couloirs. On appelle ça peut-être des exploits personnels, voilà, pour permettre de renforcer les besoins, de répondre à certaines questions liées aux attentes de nos populations. Donc l'option de la coopération décentralisée est une option à laquelle il faut peut-être aller. Bon, même comme jusqu'ici, certaines conditions, certaines pesanteurs. Pourquoi? Parce que pour obtenir, par exemple, une autorisation de sortie pour un business qui... Pour aller hors du pays. Pour aller hors du pays. Aller chercher les partenaires. Pour aller chercher les partenaires. Mais voilà, ça devient aussi procéduré. Et pourtant, dans alors que vous n'allez pas au Canada pour caler, vous mais dans chercher. ce cas, vous n'allez pas caler, vous allez chercher pour les ramener. Mais bon... C'est tout ça. Ah, c'est aussi compliqué chez les maires de voyager, de sortir. C'est tout ça, mais vous n'allez pas voyager quand même comme si vous étiez dans votre salon. Et c'est tout ça qui complique les affaires. Mais il faut que ce soit quand même allégé, de telle sorte que lorsque vous allez pour une cause noble, je crois que les situations soient... Il ne faut pas qu'on vous traque à l'aéroport pour faire comprendre que bon voilà, il faut disposer 14 jours pour demander ceci, alors que le partenaire, lui, vous attend. Vous avez les opportunités, le partenaire, lui, il a les moyens. Il vous attend, et puis bon, lui, à partir du moment où il se rend compte que ça commence à compliquer, et puis bon, voilà, terminé, il vous tourne le dos, il pense que c'est pas vous, et que vous n'êtes pas sérieux. Et puis bon, c'est la commune qui prend le coup, malheureusement. Moi, je pense que si on veut faire les choses différemment, on peut très bien le faire. Il faut associer les maires à la prise des décisions. Il faut associer les maires, il faut associer les communes à la prise des décisions. Nous avons, heureusement, l'avantage d'avoir le ministère de la décentralisation et du développement local. Mais j'ai coutume de dire que les communes préexistent au Mindebel. Les communes préexistent. Ça voudrait dire que le Mindebel est arrivé à trouver les préoccupations des communes. J'aimerais, mais c'est un souhait, c'est un vœu, que lorsqu'il faut peut-être prendre ce nombre de mesures qu'on associe. Oui. Mais vous avez votre organe fait, c'est quoi? Le CVEC. Oui. Les CVEC. Mais bien entendu, mais bon, les CVEC ne sont pas les fêtiers des communes. Hein? Les CVEC, c'est quoi? C'est l'association des communes et villes unies. Alors que vous avez des problèmes spécifiques et puis à chaque commune. Monsieur le maire, on vous dit merci d'être venu sur le plateau. On espère vous retrouver très très bientôt. À l'agence l'éducation rurale, c'est quoi l'avenir? C'est quoi les perspectives? Est-ce que vous pouvez aller plus loin que ces 3800 communautés qui sont déjà connectées? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Vous avez le programme PERAS, on n'en parle pas beaucoup. Il est à quel niveau le projet d'éducation rurale des régions sous-desservies? PERAS, vous êtes à quel niveau? Je voudrais d'abord essayer, avant de répondre... On a très peu de temps, essayez d'être concis et précis. Je voudrais répondre à sa préoccupation parce que quand il a parlé du taux de disponibilité. Oui. Terre à terre, au niveau du Camerounais, il faut voir la fréquence des coupures d'électricité. Je crois que c'est très très simple comme ça. En milieu rural, oui, ça se ressent parce qu'il y a beaucoup de... C'est pour ça que je vous ai dit que ce sont des questions d'exploitation. Je voulais clarifier cela pour dire que ce sont les... Moi, j'ai compris l'affaire du taux de disponibilité, c'est que moi, consommateur, mon taux de disponibilité se juge à l'interrupteur, à l'ampoule qui brille. Et quand il y a interruption des services, ça veut dire que il fallait qu'on comprenne cela, il fallait que le Camerounais, le plus simple, comprenne sa terre à terre. Je voulais aussi bien préciser que l'AER, la boîte postale, c'est... BP 30 704. Oui. 30 704. Et que vous êtes à Bastos. Voilà. Et maintenant, par rapport donc au PERAS, et aux perspectives, pour revenir à votre question, le PERAS cherche à résoudre un problème, la disparité entre les régions. C'est pourquoi actuellement le PERAS est effectivement en cours en termes de raccordement de localités au réseau, comme je l'ai dit au départ. Le projet est en cours. Bientôt, cette histoire de disparité
qui est en train d'être résolu, va avoir une solution définitive. Alors c'est ce PERAS-là qui tend à relier tous les chefs-lieux d'arrondissement pratiquement, c'est ça? Non, le PERAS s'occupe des zones, des régions sous-desservies. Oui. Voilà, mais maintenant, ce que vous évoquez, n'est pas alors ce sont des perspectives. Voilà, ce sont des perspectives, tout à fait. Merci beaucoup. Qui n'est donc pas tout le monde est sous-desservi. C'est pourquoi, oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi je voudrais rejoindre la préoccupation de monsieur le maire pour lui dire que les dispositions sont prises. Au niveau des textes de l'AER, il est question qu'on accompagne les collectivités territoriales décentralisées dans l'élaboration. Mais que vous établissez un cahier de charge, voilà, effectivement, à la commune de réagir promptement. Pour le moment, on a commencé avec les... Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Oui. On a commencé maintenant avec les CVUC. Il y a déjà une plateforme de collaboration avec les CVUC. Quoi qu'on dise, ce sont quand même les communes. Parce qu'il y a des communes du Cameroun qui se perdent. Je suis d'accord avec vous. C'est mort à Doumenka. Le maire va au ministère, on dit que va à certains lui disent que va à Huawei, il va à Huawei. Juste quel est le rôle de Huawei. Les textes ont donc prévu que, effectivement, il faut qu'il y ait des plateformes de collaboration entre l'AER, structure étatique, et ces collectivités territoriales décentralisées. On a déjà commencé, il faut qu'on continue dans ce sens-là. D'accord, ça va prendre combien de temps? Merci, monsieur le conseiller technique. Oui, très rapidement. Très rapidement. Je veux vous aider avec un chiffre qui vient également de la communication de votre parti. Mon ami du parti écologiste dit des choses qui sont fausses. Eneo, chaque année, publie le taux d'accès à l'électricité. En 2022, il était de 158 000 branchements. C'est le taux d'accès, non pas de la disponibilité. Voilà. Donc, c'est pas ça, hors sujet. Taux d'accès, donc, en 2022, il était de 158 000 branchements. Et en 2023, un peu plus, soit 73%. Voilà. Qu'il se rapproche souvent des bonnes sources. Non, mais ça, c'est faux, parce que c'est pas ce que j'ai dit, il est hors sujet. Oui. On parle du taux de disponibilité. Dans les rapports qu'on donne au Camerounais, on donne des chiffres, sauf le chiffre qu'on devrait donner et qui, pour moi, est le chiffre cardinal. D'accord, on a compris ça. Alors, 2025 est là, le chef de l'État a dit sa satisfaction, a annoncé qu'il y a des choses qui sont en cours. On va vers où, finalement? Oui, d'abord, pour les téléspectateurs, le PERAS dont vous parlez, il faut leur dire, c'est le projet d'éclairage rural et d'accès à l'électricité. Dans les zones sous-desservies du Cameroun. Dans les zones sous-desservies du Cameroun. Oui. Maintenant, la première phase qui a abouti à un branchement de 160 000 ménages, 160 000 branchements. Maintenant, l'objectif, comme vous parlez des perspectives du PERAS, il est là, c'est leur affaire. Si je me tombe sur un chiffre, il va m'aider. L'objectif, c'est jusqu'en juin 2025, il y ait 240 000 branchements de nouveaux. Je passe sur le contrôle de l'AER. Thème de branchement. Exact, voilà. Donc, l'objectif de juin 2025, 240 branchements. Sur combien de plus. Vous savez, on donne les chiffres, ce qu'on peut faire. On donne le faisable. Les chiffres ont une valeur relative. On ne va pas dire 800 pour faire plaisir aux voisins, alors que le chiffre réel du branchement qui sera fait, c'est 240. Lorsque vous allez au branchement, vous savez que le besoin se situe à tel niveau. Et vous leur dites que nous faisons d'abord pour cette année tel niveau, pour qu'on ait une idée. Si on dit 240 et sans savoir quel est le taux visé, le chiffre visé, c'est quand même un problème. Voilà, allez-y rapidement. Je crois que la réaction fait les grands signes. Ok, ça c'était pour le PERAS. Pour ce qui est du reste, les perspectives vont se trouver, les solutions seront trouvées dans la décentralisation. Chaque collectivité territoriale décentralisée va trouver des solutions locales. Maintenant, pourquoi qui ne vont pas se substituer au barrage? Vous savez, un pays qui est en train d'aller vers l'industrialisation doit avoir des grosses capacités de production. Oui. On peut par exemple trouver une formule. Il y aura des solutions locales qui vont servir aux ménages et à l'éclairage. Maintenant, il y aura ces barrages que vous trouvez inutiles aujourd'hui vont servir aux grandes villes, aux grandes agglomérations et à l'industrie du Cameroun. Ce n'est pas comme dans les industries qu'on va chercher l'électricité pour ça. Merci. Angelo. Oui, il y a dans la loi de 2011 sur l'électricité, on a parlé de producteurs indépendants d'électricité. C'est les nouveaux acteurs. Moi, j'aurais pensé que... C'est libéralisé. Hein? J'aurais pensé que l'AER devait davantage travailler avec ces acteurs-là. Exact. Pour justement apporter la solution à travers les petits centrales hydroélectriques. Ça devait être très efficace. Exact. Ça permettrait justement d'avoir de l'énergie disponible pour des petites communes qui le veulent. Il y a une commune comme Messondo que je connais, qui supplie depuis 5 ans que le maire Tony Omame là-bas. Ils ont identifié un site, un petit cours d'eau là, qui peut faire 4,5 MW. Rien n'est fait. Ils ont écrit à gauche, ils ont écrit à droite.
Surtout que comme c'est une commune PCRN, sûrement on ne les écoute pas. Bon, à la vérité, voilà. ce qu'il faut dire, c'est des solutions. Je voudrais répondre à répondre à sa préoccupation. Il y a une réponse bien précise. La réponse en 15 secondes. La réponse le projet de Moussondo dont vous êtes en train de parler, allez demander à monsieur le maire, c'est un projet même qui est venu de l'AER. Allez vraiment demander. La question, c'est ça. La plus importante, c'est la question. Oui, la question la plus importante aujourd'hui qui fait que tout ça ne fonctionne pas, c'est la question du tarif de rachat. On ne peut pas faire la décentralisation. En fait, je veux dire, on parle de la libéralisation d'un secteur dont les tarifs n'existent pas. Combien coûte 1 kilowatt ou 1 mégawatt produit à partir de l'énergie solaire? On ne connaît pas le prix. Combien coûte 1 kilowatt ou 1 mégawatt produit à partir de l'hydroélectricité? On ne connaît pas. Donc, s'il n'y a pas le tarif de rachat obligatoire, qui est quelque chose qu'on doit travailler, les investisseurs, ne viendront pas, parce qu'il va venir investir pour produire l'électricité de manière indépendante, c'est-à-dire une entreprise indépendante qui vient avec son argent construire une centrale, mais il vend à qui? Et il vend à combien? D'accord. Donc il n'y a pas de tarif. Ça veut dire que... C'est le fondement. Mais c'est ça, il faut le tarif de rachat qui n'existe pas. Dans toutes les formes d'énergie renouvelable, on peut avoir des producteurs indépendants, que ce soit l'éolien. Combien coûte 1 kilowatt produit à partir de l'éolien? On ne sait pas. Combien coûte 1 mégawatt produit à partir de la géothermie? On ne connaît pas. Le solaire thermique, on ne connaît pas. Le solaire photovoltaïque, on ne sait pas. La biomasse solide, on ne connaît pas. La biomasse humide, on ne sait pas. Allez, faites des propositions. Puisque vous travaillez là-dessus, puisque vous travaillez là-dessus, en ce moment précis, en cours, qui sont en cours. Toutes les institutions. Depuis l'indépendance, rapprochez-vous des institutions étatiques, rapprochez-vous des experts. À part KPDC. D'accord. Combien de projets? On reparlera d'énergie électrique. Monsieur Co, je suis content d'avoir votre message. Le ciel électricité, moi je voudrais que vous me donniez une invitation. Voilà, elle est faite en direct pour apporter des réponses. Pourquoi le Cameroun n'a pas d'électricité? J'étais à Nachigal pendant plus de 4 ans et demi dans la construction de ce barrage. Il y a beaucoup de failles. Après des années de concession, notre pays ne pourra rien gagner dans la construction de ce barrage. Un peu comme le président le disait tout à l'heure. Monsieur Ko, je prends votre numéro, on en parle et puis on fera peut-être un programme spécial pour voir ce que nous donnera finalement Nachigal et les 420 mégawatts qui sont annoncés de ce côté. Monsieur le maire, merci d'avoir fait le long voyage de Gary Gombo. On espère que le partenariat est en train de se tisser en direct avec Info TV. On salue les auditeurs de Capital FM. Mesdames, messieurs, merci d'avoir été là pour vous, monsieur. Et merci à ceux qui nous ont regardés. À très bientôt.